Eh ben, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à ceux qui ne me connaissent pas déjà, ou même ceux qui me connaissent, peu importe. Euh, Rapidement, peut-être pour me présenter, donc je m'appelle Mélinda Orsay, je suis praticienne en hypnose depuis 10 ans maintenant. Je fais aussi, alors pas mal de choses. Moi, je fais des spectacles d'hypnose, je suis aussi formatrice, donc j'ai notamment des formations en ligne qui sont déjà créées, d'autres en projet de développement. J'ai écrit des livres, je fais des vidéos. Normalement, en tapant mon nom, vous pouvez déjà avoir un aperçu un peu de tout ce que je propose. Et aujourd'hui, eh ben, on va parler de l'engagement plus précisément, qui est une clé assez intéressante à explorer, peu vue, je trouve, en formation. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était un sujet de live, moi en tout cas, qui m'a beaucoup aidé, qui m'aurait certainement encore plus aidé auparavant parce que c'est aussi en lien avec le fait de pouvoir créer des changements durables. On va en reparler un peu tout au long de ce Mhm. live. Pour poser rapidement quand même un petit cadre pour qu'on reste pas trop, enfin que ça déborde pas trop déjà en termes de temps. L'idée c'est que ça dure à peu près 1 heure. Je vais essayer moi de pas trop déborder. Ça peut m'arriver de vite partir un peu n'importe où, donc normalement je devrais réussir à me focaliser. Si c'est possible, le plus possible, de couper vos micros, surtout s'il y a des bruits parasites, histoire que vous puissiez tous bien m'entendre et que ça dérange pas trop le live. Il y aura une session de questions-réponses à la fin. Donc, ce sera le moment à la fin donc, de pouvoir me poser des questions, j'y répondrai. Et puis, si jamais je passe trop vite sur des slides, sur des diapos, ou que vous avez des questions, des choses pas comprises, rassurez-vous, du coup, il y aura un replay qui est disponible. Et puis, pour les personnes aussi qui n'ont pas pu assister au live. Donc, voilà, vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de prendre des notes, vous aurez tout ça après, je vous l'enverrai par mail, probablement dès demain, le temps que tout s'exporte correctement. Alors, au cas où, je le précise parce que j'ai quand même eu des personnes qui ne sont ni thérapeutes, ni en tout cas dans cette sphère-là, qui m'ont contacté pour participer. Alors, c'est super de voir il y a d'autres personnes que ça intéresse, mais c'est avant tout un live qui s'adresse donc aux thérapeutes, vraiment au sens large, parce que ça peut autant concerner les hypnos. Je pense que pour la plupart, vous devez faire de l'hypnose. Euh, Personnes dans le coaching. Alors, c'est pareil, coaching, ça peut être très vaste, hein, même des coachs sportifs. Honnêtement, tout ce que je vais partager ici, ça pourra les intéresser parce qu'eux aussi ont besoin de créer de l'engagement et aussi cet objectif de créer des changements durables. Donc après, c'est aussi les psychologues, les sophrologues, bref. Vraiment, tous les thérapeutes, je pense, vont pouvoir en tout cas en retirer des choses. C'est ce que j'espère en tout cas à la fin de ce live. Mais pour être sûr que vous ne soyez pas trop dépaysés et que vous ne vous dites pas qu'est-ce que je fous là, au moins vous savez à quoi vous attendre. Euh, les objectifs du coup de ce live, ça va être dans un premier temps de comprendre vraiment l'importance qu'il y a de créer de l'engagement. Donc je précise aussi que c'est justement pour créer des changements durables. Comme je le disais, je trouve que c'est peu abordé. On nous dit souvent en formation que oui, c'est important, mais on ne nous dit pas forcément comment on fait. Ni même on rentre pas trop dans le détail du pourquoi c'est important. Donc moi, je vais faire les deux. Je vais vous expliquer à la fois le pourquoi c'est important et comment on peut arriver à en créer de l'engagement. Et on va faire vraiment un léger, comment dire ça, aperçu de ce qu'il est possible de faire pour créer des changements durables. Ce que j'ai pas dit, c'est que cette formation, elle va en grande partie s'appuyer sur un courant de thérapie qui est peu connu et que j'aspire, moi, à faire connaître un peu plus à ma petite échelle, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Elle porte bien son nom, du coup. Donc, c'est pour ça que je parlerai un peu de cette approche-là tout au long de ce live. C'est une approche qui m'a personnellement là, énormément aidée. J'ai pour projet ensuite de créer une formation vraiment complète sur le sujet. Je vous en reparlerai un petit peu aussi à la fin de ce live-là, mais là, je veux vraiment rester focalisé sur cette notion d'engagement et de changement durable. Comme ça, voilà, vous savez un peu ce qui vous attend et à quelle sauce vous allez être mangé ce soir. Si jamais en cours de route, d'ailleurs, il y a des choses qui sont pas très claires ou si vous avez quand même quelques questions qui vous viennent, n'hésitez pas à utiliser le chat à côté, comme ça je pourrais jeter un coup d'œil et savoir aussi si je peux répondre brièvement à votre question ou si je la réserve pour la fin.
pourquoi justement j'ai eu envie de faire ce live? Alors c'est là où je vais vous parler un peu plus de mon parcours. Donc je vous disais que ça fait à peu près 10 ans, oui, maintenant que je suis praticienne en hypnose. Et j'ai eu, on va dire, les 5 premières années où ça se passait plutôt bien. Et arrivé à la 5e année, je commençais à ressentir une grosse lassitude dans mon travail, à me dire, bon, bah, j'ai beaucoup de gens qui viennent un peu, on va dire, en mode touriste. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Des gens qui viennent pour faire une séance, ils veulent découvrir l'hypnose, mais ils sont pas investis. Ils reviennent pas forcément quand vous leur parlez de faire des exercices. Ils sont un peu frileux, hein, ils y vont un peu à reculons. Puis, pour la plupart, oui, c'est des personnes qu'on revoit quasiment jamais en consultation. Alors, pour me rassurer au début, je me disais, bah, s'ils reviennent pas, c'est que ça a bien fonctionné. Et en même temps, je sais que je me mentais un peu à moi-même. Mais au-delà des résultats, moi, je me sentais très frustrée de pas pouvoir, en tout cas, c'était la sensation que j'en avais, de pas pouvoir faire mon travail à fond, de pas pouvoir le faire comme je le voulais. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la thérapie, justement. C'est vraiment d'explorer le fonctionnement d'une personne, comprendre sa psyché, comprendre pourquoi elle agit comme elle agit, puis l'aider à mieux comprendre, elle, comment elle fonctionne. Le problème, c'est qu'en une séance unique, c'est difficile. On est à peine en surface, hein, généralement. Je me mets à tousser. Du coup, cette frustration-là, elle m'a suivi un bon moment. Et j'ai failli tout arrêter. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis, voilà. J'ai failli tout arrêter, surtout, je dirais, ah, je crois qu'on a été coupé. Et puis, je suis en train de me prendre une quinte de tout. Je sais pas où ça s'est arrêté, du coup. Je sais pas ce que vous avez entendu. Il y a à peu près une minute que ça s'est arrêté. Ah, ok, quand même. Vous avez entendu quand je disais que j'ai failli tout arrêter? Oui, ça on a entendu. Ok. Et donc, je disais, oui, c'était il y a à peu près 2 ans, vraiment, où là, j'ai dit, ça va pas, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Et j'ai passé, bah, je dirais, de mes 5 à 8 ans, là, enfin, ouais, pendant 3 ans, en gros, j'ai vraiment essayé plein de choses pour essayer de sortir de ce cercle vicieux. Il y avait du mieux, mais c'était jamais exactement comme je le voulais. Et bah, au bout d'un moment, ça fatigue. Et je pense que j'ai frôlé même le burn-out. Euh, Ce qui m'a un peu sauvée, pour le coup, c'est la naissance de ma fille. Ça peut paraître un peu surprenant parce que ça n'a rien à voir, je dirais, avec le milieu de la thérapie. Mais c'est surtout que j'ai eu mon congé maternité et ça m'a permis pour la première fois de prendre vraiment du recul sur mon travail. Et surtout, on en reparlera parce que c'est un sujet assez important, j'ai été obligée de revoir mes priorités. Et en fait, j'ai réalisé que travailler comme je le faisais, bah, c'était plus épanouissant. Il fallait que je fasse des changements, je pense, radicaux. En tout cas, c'est comme ça que je l'imaginais, pour me sentir mieux. Et c'est là où j'ai commencé à chercher. C'était quoi le problème? Qu'est-ce que je pouvais faire pour vraiment l'améliorer? Et je me suis aperçue que oui, un des gros problèmes, c'est vraiment le fait de faire des séances uniques, de ne pas avoir des clients investis dans l'accompagnement. Et du coup, c'est là où je suis arrivée d'ailleurs progressivement un peu plus à la thérapie d'acceptation et d'engagement. Ça m'a conduit en tout cas un peu plus vers ça. Et là, j'ai trouvé une approche très simple, très concrète, qui m'a ouvert les yeux d'ailleurs sur pas mal de choses, qui a mis des mots aussi sur des choses que je ressentais, et surtout qui m'a apporté une méthode différente aussi, qui a apporté un peu un renouveau, et que j'ai du coup eu envie de mettre en pratique très rapidement après avec mon retour à la vie professionnelle après mon congé maternité. Et depuis, j'ai vu déjà que je me sentais mieux, moi, dans mon travail, et que surtout, c'est toujours difficile un petit peu à évaluer, mais je sentais que j'avais des meilleurs résultats et surtout beaucoup moins de séances uniques. Et là, j'ai commencé à me dire, OK, ça devient intéressant. Euh, donc, mon objectif maintenant, c'est de vous éviter le plus possible de galérer autant de temps, pardon, que moi, bah, pour résoudre toutes les frustrations que je viens d'évoquer, si en tout cas vous vous retrouvez, vous, dans ce scénario-là. Parce que je suis pas du tout une flèche. Comme vous voyez, il m'a fallu du temps, hein. J'ai mis, ouais, au final, on va dire vraiment.
8 ans à galérer comme ça, à pas savoir pointer du doigt ce qui allait. En plus, je sentais que ça allait pas, mais sans comprendre le pourquoi du comment. Donc, si je peux vous éviter toutes ces galères-là, je serais ravie de, en tout cas, vous apporter de nouvelles possibilités. Donc, ça va être mon objectif pour moi ce soir. Et du coup, comment résoudre toutes ces frustrations que j'ai évoquées? Donc, des clients peu investis qui reviennent pas en séance, qui sont là en mode un peu touriste. Eh bien, ça passe en grande partie, je pense, oh, il y a une petite faute, par créer de l'engagement. C'est en tout cas un pilier, je pense, central dans la thérapie euh, et qui, justement, est peu, quand je vois d'autres praticiens, qui est peu exploité. Donc, je vais vous parler un peu plus de ce qu'est l'engagement et pourquoi c'est important. Si je vous donne déjà rapidement une petite définition, c'est mon ami, non pas Google, je trahis Google maintenant avec ChatGPT, qui est plutôt intéressant aussi. Euh, Selon ChatGPT, l'engagement, c'est l'implication active et volontaire du client dans le processus thérapeutique, qui est basé sur une connexion avec ce qui a du sens pour lui et sur sa volonté de participer activement à sa transformation. Donc, il y a vraiment cette notion dans l'engagement d'active, enfin, d'implication active. Donc, le client devient acteur, il est plus passif. C'est un des problèmes, je pense, qu'on a tous déjà un petit peu rencontré avec l'hypnose. Beaucoup de clients sont passifs parce qu'ils ont cette image de l'hypnose que c'est une baguette magique qui va résoudre tous leurs problèmes sans que eux aient besoin de faire quoi que ce soit. Euh, on va rentrer dans leur cerveau, on va résoudre ce qui se passe, et puis eux, ils n'ont pas besoin de changer ni leurs habitudes, ni de faire d'efforts. Enfin, voilà. Et donc, on lutte déjà un petit peu, je pense, contre cette image-là de l'hypnose qui est déjà comment dire, sous-entendue. Alors, c'est l'image qu'elle renvoie en tout cas, parce que je pense qu'on est d'accord en tant que praticien pour dire que c'est pas que ça, et on a besoin justement de la participation des clients. Mais en tout cas, dans l'esprit de beaucoup, il y a cette idée de on fait pas grand-chose, c'est le thérapeute qui fait. Et ça, d'ailleurs, on va en reparler, mais ça a un poids. C'est assez désagréable à avoir ce poids-là sur nos épaules, nous, de thérapeutes. Donc ça, c'est une petite définition. Maintenant, on va voir pourquoi c'est important de créer de l'engagement pour le client. Là, on va rester d'abord sur le côté client. On parlera après du côté thérapeute. C'est tout d'abord important parce qu'un client engagé, c'est un client, comme je disais, qui va être acteur de sa transformation. Ce qui fait que, je l'ai dit aussi, alors non, je le dis juste après, mais en tout cas, le client, il va appliquer plus facilement dans son quotidien ce qu'il a appris en séance qui favorise les changements durables. Parce que s'il est acteur, l'idée, c'est qu'il poursuive le travail qu'on a fait en séance après. Ça ne s'arrête pas à la séance, justement. Donc, plus il va continuer les efforts après, plus on va pouvoir atteindre des changements durables. Donc, c'est pour ça que ça va être assez important qu'il soit engagé dans ce travail-là. Il sera du coup plus motivé et plus disposé à tolérer l'inconfort, les défis, même lorsque le chemin est difficile. Quand on s'engage généralement à faire quelque chose, si en tout cas on est quelqu'un qui mettons de la valeur dans nos paroles, quand on dit voilà, moi je fais ça, bah, même s'il y a des difficultés, on y va, on continue, on poursuit jusqu'à atteindre cet objectif-là. Donc, non seulement voilà, ça permet de tolérer l'inconfort, mais c'est aussi ce qui va nous motiver, ce qui va donner envie d'aller plus loin. Un client engagé, c'est un client qui aura moins de risques de rechute, parce que c'est pareil, hein, il ne va pas s'arrêter à la moindre difficulté et baisser les bras et dire bah voilà, de toute façon, je peux rien y faire. Quelqu'un qui s'engage, bah non, il sait que ça fait partie, enfin, que le chemin va être un peu tumultueux et qu'il va y avoir des risques potentiels de rechute. Mais voilà, le fait qu'ils s'engagent, généralement, ça permet de les minimiser, de les rendre en tout cas un peu plus faibles. Ça élimine pas le risque de rechute, hein, parce que ça, c'est des facteurs autres qui rentrent en jeu. Mais en tout cas, on peut essayer de le minimiser le plus possible. Un client engagé, c'est aussi un client qui sera plus autonome, hein. L'idée, c'est qu'il n'ait pas besoin de vous, en tout cas le plus rapidement possible, qu'il puisse se débrouiller par lui-même.
Et ça, bah, si vous, pareil, l'aidez à être acteur, bah, il saura un peu plus comment se comporter après dans son quotidien. Donc, il sera plus autonome. Il sera plus susceptible d'avoir des résultats rapides et significatifs. Parce que, bah oui, hein, plus il va y mettre d'efforts, plus forcément il risque d'atteindre. Enfin, il risque, en tout cas, c'est l'objectif. Il va pouvoir atteindre plus facilement son objectif. Euh, Ah non, je pensais qu'il y avait autre chose. Donc ça, voilà, c'est en gros si je reviens là, c'est vraiment on va dire les avantages qu'il y a à créer de l'engagement chez le client. Comme je vous disais, on va maintenant parler pour le côté du thérapeute, parce que c'est tout aussi important et intéressant pour nous qu'un client soit engagé. La première chose évidente, c'est que forcément, vu que le client est engagé, on risque d'avoir plus facilement des résultats durables, c'est-à-dire qui tiennent dans le temps, et significatifs, c'est-à-dire qui soient déjà observables assez rapidement. Donc ça, bah, pour vous, c'est souvent assez gratifiant quand même. Ça motive aussi, ça nous valorise aussi dans notre travail. Ça réduit cette fameuse pression qu'on a sur nos épaules de thérapeute, de devoir, alors j'ai mis de trouver les réponses, mais c'est en fait de faire un peu le travail à la place du client. Euh, et c'est ce qui va permettre aussi de renforcer une alliance thérapeutique. Alliance thérapeutique, c'est aussi une collaboration finalement. Donc, tout reposera pas là sur nos épaules. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que cette pression-là, personnellement, je l'ai beaucoup ressentie aussi. Euh, Pareil, alors quand même beaucoup au début, mais je pense qu'à la longue, je pensais pas que ça allait avoir autant de poids personnellement, moi, dans ma pratique, mais j'ai senti que ça devenait dur à la tolérer. Euh, je supportais plus quand les gens attendaient cet effet justement baguette magique. Et voilà, je pensais pas que ça m'impacterait autant, mais vers la fin, ouais, j'avais beaucoup plus de mal à la supporter. Du coup, c'est pareil, vu que elle est un peu moins forte, cette pression, bah, il y a moins de fatigue aussi, parce que bah, là aussi, comme l'effort est, on va dire, divisé, la personne en tout cas est active, du coup, on est moins épuisé après une séance, on n'a pas l'impression d'avoir sorti les rames là pour trouver justement les réponses à la place de la personne. C'est elle qui a bossé aussi. Donc ça, c'est plutôt intéressant déjà pour que la fin de journée, vous vous sentiez mieux, peut-être plus énergique. C'est lié aussi, mais du coup, ça réduit le risque de burn-out, justement parce que l'énergie est mieux équilibrée. Parce que cette fatigue-là, c'est pareil, quand elle est ponctuelle de temps en temps, c'est OK, mais quand elle devient répétée, quand à chaque fin de journée de consultation, on est vraiment épuisé parce que justement, on a l'impression d'avoir fait tout le travail et que ça demande en plus beaucoup d'énergie de faire une séance d'hypnose, on a besoin d'une attention vraiment très intense qui soit focalisée sur la personne. Donc, si on se rajoute en plus tout ça au-dessus, bah oui, le burn-out est proche. Moi, je sais que, comme je disais, je pense l'avoir pas mal touché du doigt là, il y a quelques temps, justement parce qu'il y avait ces deux points au-dessus qui commençaient à prendre un peu trop de place. Donc, le fait, voilà, d'engager le client, ça permet d'éviter un peu tout ça. Il y a aussi en avantage un gain de temps, parce que du coup, les séances sont beaucoup plus productives et du coup efficaces. Probablement aussi qu'on peut aller peut-être plus à l'essentiel aussi avec ces personnes-là. Je trouve en tout cas que oui, il y a moins besoin déjà euh, comment dire, quand la personne attend cet effet baguette magique, il y a peut-être moins besoin de faire de psychopédagogie, lui expliquer de pourquoi on n'est pas la baguette magique, pourquoi c'est à elle de faire aussi sa part du travail finalement. Donc oui, il y a un gain de temps, je pense, qui peut être là, qui peut être plus ou moins grand. C'est un travail plus gratifiant, comme je le disais, ça donne un peu plus de sens à ce qu'on fait. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est justement que j'avais l'impression un peu plus de pouvoir faire mon travail, de faire ce que moi j'aime faire. Et donc, oui, c'est lié au sens que moi j'ai donné à mon travail, qui est de faire de la thérapie et de créer vraiment des changements profonds chez une personne. Et donc, c'est ça qui est plus gratifiant pour moi. On a des clients plus autonomes, donc ça aussi, je l'ai noté parce que c'est un point qui est quand même assez présent, qui peut l'être en tout cas en consultation, les dynamiques de dépendance. Donc, c'est les personnes qui, vous devenez un peu leur cachet. J'aime bien dire ça, vous devenez oui,
La personne qu'elle va consulter, dès que ça va pas, dès qu'elle est stressée, dès qu'il y a la moindre difficulté, hop, tout de suite, elle va vouloir vous reconsulter. Alors, d'un côté, on va dire c'est bien. Elle si on pense à l'aspect peut-être financier, bon, bah vous, une personne qui revient, ça vous fait un chiffre d'affaires plus élevé. Mais d'un point de vue thérapeutique, c'est pas super du tout, puisque en fait, la personne, il lui manque des outils là. À ce moment-là, elle n'est pas du tout donc autonome. Et en fait, c'est qu'il y a encore la problématique qui est trop présente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne puisse le plus rapidement possible d'elle-même être capable de gérer les situations difficiles. Donc, ouais, le fait qu'elle soit plus autonome, on va éviter de rentrer dans ce cercle vicieux où la personne croit qu'elle peut pas aller bien si vous n'êtes pas là, sans votre intervention. Et puis, évidemment, ce qui n'est pas négligé, c'est que du fait aussi que on peut imaginer que vous allez avoir des meilleurs résultats, bah, il y aura forcément un meilleur bouche à oreille qui risque de se faire, et donc ça peut potentiellement attirer de nouveaux clients. Euh, je pense que ça peut permettre en tout cas d'avoir des clients plus satisfaits, et donc on peut voilà, émettre l'hypothèse que du coup ils reviendront bah, un peu plus vous voir, ou parleront de vous en tout cas à d'autres personnes qui pourront être intéressées par vos services. Donc ça, c'était vraiment maintenant et côté du thérapeute. C'est très lié de toute façon avec ce que vit le client. Et maintenant, oui, on va rentrer plus dans le vif du sujet sur le comment on peut créer de l'engagement. Alors, il y a pas mal de possibilités, pas mal de points. Je vais aborder les plus importants. C'est aussi pour vous donner un aperçu de ce qu'il est possible de faire pour créer de l'engagement. Ce sera un peu après à adapter à votre sauce, à vous, voir ce qui vous plaît, voir comment vous pouvez l'intégrer peut-être vous aussi dans votre pratique. C'est des idées en tout cas, voilà, vous en ferez ce que vous voulez. Moi, j'aime bien dire déjà ce qui importe et quelque chose qui est finalement, je trouve, peu fait quand j'observe aussi certains praticiens travailler, c'est d'expliquer votre cadre de travail, et ça va être aussi important, c'est d'obtenir leur consentement. Donc, le cadre de travail, normalement, vous êtes censé savoir ce que c'est. Assez simplement, c'est le fait de dire comment vous travaillez, quelles sont un petit peu vos conditions pour qu'une personne travaille avec vous. Parce que ça va dans les deux sens. Euh, vous acceptez de recevoir une personne, mais cette personne, il faut aussi qu'elle accepte votre manière de travailler. Donc, c'est important que ce soit bien défini, que ce soit clair pour la personne, qu'elle sache aussi dans quoi elle s'engage. Parce que peut-être que ça ne va pas lui convenir et justement, c'est important le plus rapidement possible qu'elle puisse le savoir, tout ça. Mais même pour vous, parce que essayer enfin, si votre façon de travailler ne lui convient pas, ben, c'est pas à vous de forcément changer votre façon de travailler. C'est à la personne de décider si elle veut ou non vous suivre. Donc, c'est important, voilà, que ce soit bien clair pour vous et pour le client. Alors, je vous donne un exemple, on va dire, de script que j'utilise. Alors, c'est pas totalement au mot près, mais voilà, c'est pour que vous ayez une idée globale là aussi de ce que je dis. Sachant que ce qui est dit là, je le dis souvent en amont, si en tout cas la personne m'a contacté par téléphone, je commence déjà à lui expliquer ça pour savoir, bah, justement, avant de fixer une date, pour moi, il n'y a pas d'intérêt de fixer un rendez-vous si justement ma méthode ne lui convient pas. Bah, je veux que la personne puisse me dire, bon, bah non, en fait, je préfère contacter un autre praticien. Donc, le plus possible, déjà, dès la prise de rendez-vous au téléphone, j'essaye d'expliquer comment moi je travaille. Donc, en gros, je lui dis, bah voilà, justement, avant de savoir ce qui vous amène aujourd'hui ou pourquoi vous voulez prendre rendez-vous avec moi, bah, je voudrais juste vous expliquer donc, comment je travaille afin de nous assurer mutuellement que mon approche vous convienne. Et donc, dès le début, j'amène cette idée-là. Je leur dis que c'est une forme active de thérapie, c'est-à-dire que je vais avoir besoin de leur participation, que je ne m'attends pas à ce que eux je vienne juste pour me parler de mes problèmes, mais l'idée, c'est vraiment qu'on travaille en équipe pour qu'on puisse bah, les aider à construire la vie qu'ils veulent vraiment, à atteindre leurs objectifs qui leur sont vraiment importants. En tout cas, ouais, j'annonce déjà un peu la couleur en leur disant que s'ils viennent
en s'attendant que moi je fasse tout le travail, bah, je suis probablement pas la bonne personne, pas la bonne thérapeute pour les accompagner. Parce que je leur dis, voilà, que moi, ce que je veux, c'est que à la fin déjà d'une première consultation avec moi, qu'ils puissent avoir un plan d'action, qu'ils aient des choses concrètes finalement euh, sur lesquelles s'appuyer pour, ou en tout cas, à mettre en place dans leur quotidien pour justement se rapprocher de leurs objectifs. Donc, je leur explique aussi que je vais leur proposer d'essayer des nouvelles choses durant la séance ou en dehors, qui pourraient les sortir de leur zone de confort. Donc, évidemment, il n'y a jamais d'obligation. Ils sont toujours libres de faire ou non ce que je leur suggère. Alors ça, si vous êtes familier un peu avec l'hypnose, c'est un choix illusoire. Ah, enfin, pas un choix illusoire, c'est... Comment on appelle ça? Là, j'ai perdu le terme du coup. Pas une double contrainte. Bref, c'est cette idée de choix libre. Voilà. Je suis en train de me perdre dans les termes techniques. Bon, c'est pas grave. En gros, c'est que on dit à la personne qu'elle peut ou non faire les choses. Peu importe, finalement, c'est elle qui décide. Donc là, on la responsabilise. Euh, et que c'est surtout, moi j'aime bien dire même des fois que si elle m'a contactée, c'est quand même qu'elle est prête aussi à faire un travail sur elle. Et donc, bah, elle a tout intérêt à quand même suivre ce que je vais lui proposer. Mais qu'elle est libre. Voilà. Si elle veut pas le faire, bah, elle le fait pas. Moi, je pourrais pas la forcer. Donc ça, voilà. C'est une manière, en gros, comme je disais, je le dis pas toujours exactement comme ça. Je m'adapte aussi un peu à la personne que j'ai en face, pas au bout du fil. Mais en gros, dans l'idée, c'est un peu les points que j'essaye de dire le plus tôt possible. Donc, je le disais, je le fais au téléphone, mais ça ne m'empêche pas de le faire ou de le refaire durant la consultation et le plus tôt possible dans la consultation. Parce que c'est pareil, j'ai pas envie de perdre 1 heure ou 1 heure et demie si finalement je m'aperçois que ça convient pas du tout à la personne ou que elle s'aperçoit que ça lui convient pas. Comme ça, les choses sont dites dès le début. Et surtout, un point important, c'est obtenir leur consentement. Donc, assez souvent, je vais leur dire, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et là, j'attends à ce qu'ils me répondent au moins un oui. C'est ça qui va créer aussi de l'engagement. Le fait de leur faire verbaliser ce oui, c'est ça qui crée de l'engagement. Donc, régulièrement, bien renvoyer une question pour que vraiment ils valident qu'ils sont OK avec ce que vous êtes en train de dire. Ça, ouais, c'est un point assez important. Donc, le cadre de travail, comme je disais, il est important. Alors, il inclut aussi, je pense, pour moi, de parler du nombre de séances. C'est souvent en plus une question que les gens vous posent, même dès la prise de rendez-vous au téléphone ou par écrit. Donc moi, c'est quelque chose aussi que j'explique un peu toujours un peu de la même manière. J'essaye très rapidement en fait de faire comprendre qu'en une seule séance, parce que c'est ma croyance profonde, si vous, c'est pas le cas, par contre, c'est à vous de l'adapter. Moi, ma croyance profonde, c'est qu'en une seule séance, clairement, je vais pas faire le même travail que si je reçois la personne sur plusieurs séances, que pour faire un vrai travail de fond, puisque moi, c'est ce qui m'intéresse. Bah oui, une seule séance, c'est pas suffisant. Mais il est vrai que, et je pense qu'on a tous aussi reçu des personnes comme ça, il est vrai que des fois, en une seule séance, il y a déjà des changements qui peuvent se mettre en place, il y a des choses étonnantes qui peuvent se produire, mais j'insiste parce que ça reste quand même très rare. En règle générale, plus un problème il est douloureux, plus il est installé dans le temps, et plus il influe sur la qualité de vie de la personne, plus il est nécessaire de faire plusieurs séances. Forcément, quand c'est toutes des habitudes de vie qui sont bien ancrées autour d'un problème, en une seule séance, c'est compliqué de tout bousculer comme ça. Ça peut, encore une fois, mais ça reste relativement rare. Et je leur précise en plus que les changements, c'est pas quelque chose de linéaire, hein. Il y a souvent, on fait un pas en avant, trois en arrière. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de maintenir un certain nombre de séances parce que des fois, on va avoir l'impression d'aller mieux, mais c'est pas forcément encore assez ancré, assez stabilisé. Et donc, c'est important, bah, voilà, d'avoir un peu ce suivi-là sur plusieurs séances. Après, c'est à vous de voir, c'est pareil, hein, ce qui vous paraît le plus juste. Euh, Moi, j'aime bien dire déjà qu'un minimum 3 séances, c'est bien, c'est vraiment le minimum, mais c'est déjà intéressant pour, on va dire, commencer à faire un travail, on va dire, quand même assez approfondi. Si on a plus, c'est mieux, évidemment, mais
3 séances, souvent, c'est pas trop, trop engageant pour une personne, que ce soit financièrement ou en termes de temps. Donc, voilà, moi, je leur dis souvent que voilà, 3 séances, c'est quand même bien. Et puis, de nouveau, on cherche à obtenir leur consentement. Donc, est-ce que vous êtes prêts, vous, à faire 3 séances? Est-ce que ça vous paraît OK? Est-ce que c'est un nombre qui vous convient? À vous de formuler après comme vous pensez que c'est le plus juste. Mais en tout cas, ouais, de donner un chiffre quand même précis pour que la personne elle ait un ordre d'idée, je me suis aperçue que c'est un peu plus intéressant. Parce qu'avant, moi, j'avais un peu ce discours où je disais, bah, moi, je sais pas, peut-être qu'une seule séance, ça suffit, mais peut-être pas, c'est vous qui me direz. Bah, en fait, ça fait un peu, vous savez, c'est un peu, je sais pas, moi, comme si vous allez voir votre garagiste et qui vous dit, oh, bah, moi, je sais pas, peut-être que oui, là, ce sera réparé, mais peut-être pas. En fait, ça a un côté peu rassurant, en fait. On se dit, oula, est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il fait? Est-ce qu'il connaît vraiment son travail, là? Moi, je sais qu'en tout cas, j'ai un peu ce côté-là de me dire, oula, ça me crée une méfiance, en fait, même si elle n'est pas forcément justifiée, mais je dirais instinctivement, il y a un peu cette méfiance-là qui s'installe. Donc, je préfère quelqu'un qui me dit, bah voilà, il y en a pour tant de temps, ça va coûter tant d'argent, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Je me dirais, OK. En fait, le fait que ce soit aussi précis, c'est qu'il connaît et qu'il maîtrise son sujet. Donc, je pense que parfois, il vaut mieux vraiment ouais, être le plus précis possible. Après, rien ne vous empêche de dire, peut-être que vous aurez besoin de faire plus de séances, peut-être moins. Mais ça, on verra au fur et à mesure. Comme ça, vous laissez quand même une possibilité d'avancer dans un sens ou dans un autre pour la personne. Donc, c'est aussi ça qui peut être rassurant. Ça leur donne, on va dire, une échappatoire si nécessaire. Et en même temps, si il y en a, au contraire, qui ont ce besoin d'en faire plus, bah, qu'elles sachent que c'est possible. Donc, c'est important, là aussi, le plus tôt possible de parler du nombre de séances parce que si vous n'en parlez pas, bah, le risque, c'est que la personne vienne qu'une seule fois, évidemment. Et puis, bah, voilà, peut-être qu'elle reviendra, peut-être pas. Mais vous augmentez pas forcément les probabilités qu'elle revienne. Alors que si vous en parlez, ce sera un peu plus, pareil, un peu plus précis pour elle. Pour réduire, alors j'ai mis le risque d'abandon dans le sens où vous commencez un accompagnement avec une personne et puis du jour au lendemain, un peu, elle décide d'arrêter. Le plus tôt possible aussi, j'explique que le chemin du changement, c'est le processus de thérapie, il est comme des montagnes, comme des montagnes russes. Euh, Moi, je leur explique que ouais, je serai avec eux, un peu comme si j'étais dans le wagonnet avec eux, et que eux, ils vont pas forcément, non, mais ils vont certainement ressentir parfois l'envie d'abandonner parce que c'est trop difficile, parce qu'ils ont l'impression de ne pas y arriver, parce qu'ils ont l'impression bah, justement de faire un pas en avant et trois en arrière. Je vais valider le fait que ça, c'est tout à fait normal qu'ils ressentent ça. Bah voilà, surtout s'ils sont confrontés à une difficulté. En fait, je vais surtout rationaliser tout ça et leur dire que c'est quelque chose qui fait partie du processus. En fait, ce côté montagne russe, il est normal pour les rassurer à ce niveau-là, leur montrer qu'ils sont comme tout le monde finalement. Mais je vais surtout amener cette idée, alors pareil, je le dis pas toujours de cette manière-là, mais que s'ils ressentent ça, que c'est quand même important qu'ils m'en fassent part durant les séances, parce que bah, c'est des émotions qui sont importantes et qui peuvent être un vrai frein bah, pour justement les changements qu'ils veulent atteindre. Donc s'ils m'en parlent pas, moi je peux pas le deviner qu'ils ressentent ça, donc ils n'hésitent pas à m'en parler, parce que justement je n'ai pas envie qu'ils abandonnent alors qu'ils sont peut-être sur le point de faire une véritable avancée et qu'ils vont peut-être atteindre leur objectif. Et ça, oui, je trouve que pareil, plus tôt on amène cette idée que bah, ça va être un peu tumultueux le chemin, leur expliquer que c'est normal qu'ils ressentent ça, moins il y a de risques qu'ils arrêtent en cours de route et qui, justement, s'ils sont confrontés dans leur quotidien à cette difficulté, qu'ils se souviennent, qu'ils se disent, ah oui, bah, elle m'a dit que c'était possible que ça arrive, c'est normal, c'est juste qu'il faut persévérer finalement. En tout cas, c'est ce que je veux qu'ils retiennent le plus possible en leur disant ça. Donc, ça va permettre de réduire le risque d'abandon. Voilà pour le cadre du travail. Mais c'est pas fini parce que dans les techniques pour créer en tout cas de l'engagement, donc il y a poser son cadre. Ça, c'est vraiment, je pense, un gros point à, à bien développer. D'autres possibilités, certains thérapeutes font,
qui est quand même très intéressante, je trouve. Je ne l'ai pas fait vraiment exactement comme ça, moi. C'est plus la deuxième méthode que je vous expliquerai après. Certains thérapeutes, c'est peut-être plus les coachs. Pour beaucoup, on leur a enseigné ça, de faire signer un contrat dans lequel il est stipulé que le client, il doit être acteur de son changement et qu'il s'engage à faire les exercices ou qu'il s'engage à faire un certain nombre de séances. Ou... Voilà, après, c'est à vous de mettre les critères, en fait, hein, les conditions, voilà, du contrat. Mais le fait de signer symboliquement, là aussi, c'est une valeur d'engagement. C'est pour ça que les coachs font ça. Parce que bah, une fois qu'on a apposé notre signature, on se sent un peu obligé d'aller au bout parce que c'est notre parole qui est en jeu. Donc, généralement, on aime bien aller au bout de nos paroles. Donc, c'est une manière assez intéressante aussi de créer de l'engagement, à voir après comment vous le formulez, enfin, toutes les conditions que vous voulez mettre. Mais du coup, c'est aussi une manière de poser votre cadre, de dire, bah voilà, moi, je fonctionne comme ça, est-ce que c'est OK pour vous? Et la personne, si elle est bien OK, eh ben, elle signe à la fin. C'est une bonne manière, oui, de créer de l'engagement. Et moi, ce que j'ai plus utilisé là, de ces derniers temps, je suis encore en train de modifier ça, euh, c'est de faire remplir un formulaire dans lequel, à la toute fin, généralement de ce formulaire-là, je mets une case que le client il doit cocher euh, bah, s'il est bien d'accord pour s'engager à faire les exercices. Alors, généralement, je commence plus par les exercices. En tout cas, voilà, je veux qu'il fasse les exercices. Je parle pas encore forcément du nombre de séances, mais je veux qu'ils prennent conscience que, OK, ça, ils vont devoir participer. Ce formulaire, en fait, je l'envoie par mail avant la consultation. Bah, au moment en fait de la prise de rendez-vous, je leur envoie ce formulaire-là. Alors ça se fait en plus de manière automatisée. Moi, dès qu'ils prennent rendez-vous sur mon site, ils reçoivent un mail de confirmation du rendez-vous et un autre mail avec ce formulaire-là. Et je leur explique que c'est pour préparer notre entretien, que bah, plus ils vont prendre le temps de le faire, plus on gagnera du temps, nous, pour notre séance, et que c'est une manière d'optimiser le temps qu'on aura ensemble pour vraiment aller à l'essentiel. Et donc, dans ce formulaire, je pose des questions déjà basiques sur, bah, sur quelles problématiques ils veulent travailler, s'ils sont suivis par un psy, s'ils ont des traitements médicamenteux, enfin, une sorte d'anamnèse déjà pour dégrossir un petit peu le problème. Et à la toute fin, donc je leur mets. euh, alors, je l'avais très mal formulé, mais j'avais mis un truc du genre, est-ce que vous avez conscience que l'hypnose n'est pas une baguette magique et qu'il va falloir être. Et que enfin, ça repose sur aussi votre engagement en séance. Enfin, j'avais formulé un truc un peu de ce style-là. Ça aurait pu être amélioré. Et les gens le remplissaient bien et c'est super. Là, j'ai gardé quand même un peu cette idée-là, mais maintenant, je leur fais plus un questionnaire un peu plus poussé aussi. Euh, je suis en train de le retravailler, donc c'est pas encore totalement au point. Mais ça, ça me convenait mieux que le contrat. Et j'ai remarqué que les gens étaient plutôt volontaires pour le remplir. Vraiment, toutes les personnes qui ont pris rendez-vous, je crois qu'il n'y en a que quelques-unes là ces derniers temps qui ne l'ont pas rempli. Donc j'ai un bon taux de remplissage, on va dire. Donc ça, ouais, c'est une des méthodes moi que je privilégie. Euh, et il y a encore autre chose. Oui, on arrive sur un autre. Je réfléchissais. Oui, c'est bon. Il y a encore une autre manière aussi pour créer de l'engagement. Alors, c'est pas vraiment une autre manière, mais là, c'est plus. Je vérifie. Ouais. C'est plus quelque chose auquel il faut faire gaffe. C'est votre marketing. Votre marketing, en fait, il est central, qu'on le veuille ou non. Euh, Quand on est thérapeute, enfin, surtout hypno, en fait, avant d'être hypno, on est entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on est un peu obligé de faire du marketing. Et le marketing, c'est simplement, bah, en fait, on vend, nous, nos services. Et bah, le simple fait qu'on vende nos services, c'est du marketing. Donc, eh ben, il faut faire gaffe à bah, ce qu'on renvoie comme image parce que, bah, en fait, les gens, ils vont pas forcément acheter ce que vous vendez, mais ils vont acheter ce qu'ils pensent que vous vendez. Je sais pas si vous percevez la différence, mais il y en a une. Euh, un des
premier présupposé avec l'hypnose, c'est que vous allez les hypnotiser. Que vous le vouliez ou non, si vous dites je suis hypnothérapeute, les gens, ils achètent une séance d'hypnose. Donc, si vous ne faites pas d'hypnose, déjà, ça va être un peu problématique parce que bah, c'est comme si vous achetiez un téléphone et qu'il n'y a pas de téléphone. Ils vont se dire c'est quoi ce délire? Donc, ils veulent généralement de l'hypnose quand même. Alors, je vais pas me faire des amis, mais en plus de ça, il y a un peu un gros sujet autour de ça, c'est que il y a beaucoup de praticiens qui, justement, font pas vraiment d'hypnose. C'est plus une forme de relaxation pour la plupart. C'est pas forcément que je suis contre ça, hein, parce que moi-même, ça m'est arrivé de faire des séances de relaxation. Euh, Parce que des fois, ça peut être quand même vachement intéressant de faire ça. Mais c'est vrai que oui, du point de vue marketing, les clients attendent de l'hypnose. Donc ça, il faut vraiment faire gaffe à déjà ce premier présupposé parce qu'il est là qu'on le veuille ou non, en fait. Un coach, c'est différent. Ils vont pas un outil, forcément, ils vont parfois plus bah, des changements, mais ils n'ont pas cette obligation, on va dire, qu'on peut avoir, nous, de faire de l'hypnose. Donc ça, ouais, c'est un gros, 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 gros point. J'ai mis du temps aussi à comprendre tout ça. Parce que, en fait, c'est, comment dire ça? Oui, c'est présupposé. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est visible, c'est juste sous-entendu. Et donc, c'est pour ça que c'est pas toujours simple de l'identifier. Dans la même idée, euh, il y a beaucoup de thérapeutes, et peut-être même que j'y ai participé à une période, je pense, où on fait des promesses un peu irréalistes, où ça vend beaucoup de rêves, mais en fait, on n'est pas à la hauteur derrière. Donc, comme je disais, déjà, une des promesses qu'on fait, c'est d'hypnotiser la personne. Donc, si on n'est pas capable de l'hypnotiser, c'est un peu compliqué. Mais j'ai déjà vu beaucoup de sites internet de thérapeutes, là, enfin, d'hypnothérapeutes, qui disent, voilà, transformez votre vie grâce à l'hypnose, euh, arrêtez de fumer en une séance grâce à l'hypnose, perdez 10 kilos en une séance grâce à l'hypnose. Euh, Ça me paraît un peu compliqué. C'est en tout cas une grosse promesse. Si vous vous sentez capable de la tenir, c'est super, mais vous avez intérêt d'assurer derrière. Et ce que je remarque, c'est que beaucoup de thérapeutes, non, ils n'en sont pas capables. Il vaut mieux nuancer, euh, faire gaffe en tout cas à ce que vous dites pour que les personnes bah, ne soient pas déçues aussi à la fin. Donc ça, oui, je sais aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de thérapeutes qui, sans s'en rendre compte, font des grosses promesses qu'ils sont pas capables de tenir. Et donc, bah, forcément, la personne, elle va pas s'engager après dans un travail avec vous, elle va être probablement déçue à la première séance, donc moins de risques, moins de chances qu'elle revienne par la suite. Et alors, un point, alors, moi, je l'ai mis de manière un peu directive, vous ferez bien ce que vous voulez. J'ai mis arrêter de proposer uniquement des séances à l'unité, proposer des accompagnements sur plusieurs séances. C'est pareil, un des gros présupposés, et celui-là, vraiment, c'est lui que j'ai mis énormément de temps à comprendre, qui pouvait être problématique. Mon site internet, pendant très longtemps, bah, pendant 8 ans de pratique, je vendais, non, pas totalement, je dis ça, mais c'est pas vrai. Pendant plusieurs années, en tout cas, je vendais euh, juste des séances uniques. Donc, la personne, elle prenait rendez-vous, hop, elle recevait son mail de confirmation, et c'était tout. Mais là aussi, c'est quoi le présupposé? Indirectement, le présupposé, c'est que bah, il suffit d'une séance pour régler le problème. Et du coup, bah, les gens n'ont pas forcément envie de reprendre rendez-vous par la suite. Donc après, ouais, il y a à peu près ouais, 3 4 ans, ouais, à peu près, je dirais, j'ai quand même réalisé ça et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire du coup pour changer ça? Et ben, je me suis dit, je vais proposer des packs. Et il y a beaucoup de d'autres hypnos qui se tirent un peu dans les jambes. J'avais déjà vu passer plein de posts sur les groupes Facebook là d'hypnose où justement il y en a qui disaient ah, qu'est-ce que vous en pensez de proposer des packs et ils se faisaient démonter par d'autres hypnos qui disaient ouais mais on peut jamais savoir à l'avance combien de séances il faut et je suis d'accord. Mais en fait, c'est pas parce que vous proposez un pack que enfin, vous pouvez laisser une flexibilité à la personne, lui dire bah, si elle fait pas toutes les séances, c'est OK, on peut s'arranger. Si elle en fait plus, c'est OK aussi.
Mais la notion de PAC, déjà, induit beaucoup plus cette idée que le changement, il va pas se faire en une seule séance. Donc, elle va pouvoir s'engager un peu plus dans le travail. En plus de ça, faire des packs, moi, je sais que je proposais un tarif plus intéressant parce que j'ai des personnes euh, que je vois quand même régulièrement, alors que, enfin, voilà, ils n'avaient pas pris un pack spécifiquement, mais ces personnes-là, s'ils avaient pris un pack, je leur aurais fait un prix plus intéressant. Alors, je l'ai fait après, par la suite, mais du coup, le fait de proposer un pack, c'est aussi peut-être proposer un tarif plus intéressant aussi. Euh, c'est en tout cas comme ça, moi, que je le vendais aussi. C'était plus avantageux de prendre plusieurs séances que d'en faire qu'une seule. Et maintenant, et c'est là où c'est notamment la thérapie d'acceptation et d'engagement, l'acte, qui m'a fait un peu changer tout ça aussi. J'ai non pas proposé des packs, mais des accompagnements. Et ça aussi, je m'aperçois que c'est une notion un peu abstraite pour beaucoup de praticiens. Mais dans mes accompagnements, en fait, oui, je vends plus des séances comme ça, comment dire ça, à l'unité ou même des regroupements de séances, mais je vends un accompagnement plus global. Je vous donne ce que moi j'ai mis en place. Pareil, peut-être ça pourra vous inspirer, j'espère en tout cas, parce que moi ça m'a fait beaucoup de bien de mettre ça en place. Dans mes accompagnements, en fait, maintenant, ce que je propose, c'est des vidéos avec du contenu un peu théorique, des exercices à faire, voilà, des explications sur une thématique précise. Donc, pareil, enfin, sur plein de thématiques précises. Je propose aussi des audios d'auto-hypnose. Euh, je leur propose, bon, comme je disais, des exercices à faire, ils ont des questions à répondre. Et ça, c'est en plus des séances. Et en fait, qu'ils fassent les séances ou non, je vends plus donc la séance, mais je vends bien cet accompagnement. Par exemple, j'ai fait deux possibilités. Ils peuvent choisir l'accompagnement avec inclus 3 séances ou 5 séances. Et en gros, bah, même s'ils font pas les 3 séances, le tarif reste le même parce que en fait, il y a tellement plein d'autres ressources que je mets à leur disposition que c'est pas juste la séance, mais vraiment tout un ensemble enfin, de ressources oui, que je mets à leur disposition, que du coup, le tarif reste fixe. En tout cas, s'ils choisissent le pack 3 séances, ils ont la possibilité de faire 3 séances. S'ils choisissent le pack 5 séances, ils ont la possibilité de faire jusqu'à 5 séances. C'est eux après qui décident. Mais j'ai apporté, je pense, suffisamment de valeur dans mon accompagnement pour que même s'ils font pas les séances, bah, ce soit hyper qualitatif en fait. Et que rien que les vidéos, les exercices et tout que je leur propose, ça peut déjà créer un énorme changement en fait pour eux. Et ça, vraiment, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a créé tellement de bien-être dans ma pratique. Et enfin, là, je suis alignée avec ma vision en fait du travail, ma vision de ce qu'est vraiment la thérapie. Là, je m'amuse vraiment, quoi. J'ai vraiment la sensation de faire les choses comme moi je les veux. Et j'ai mis vraiment, comme je disais, très longtemps hein, pour arriver à ça. Probablement, d'ailleurs, que ça va évoluer. Je me dis peut-être déjà dans 2 ans, je vais me dire, mais en fait, ça va pas. Peut-être. Mais là, actuellement, moi, ça m'a redonné un souffle. Et c'est ça qui m'a sorti, ou en tout cas qui m'a fait éviter de tomber vraiment dans le burn-out. Il fallait que je change vraiment radicalement. Et ça a été cette prise de conscience-là de me dire, mais en fait, pourquoi je propose pas des accompagnements, en fait? Pourquoi je fais juste des packs, des séances, alors qu'en fait, j'ai envie de leur partager plein d'autres choses. Donc ça, oui, ça a été un peu ma solution miracle pour moi. Et ouais, vraiment, je m'épanouis tellement plus dans ça, quoi. Donc, si jamais vous, ça peut vous aider, je serais la plus contente. Parce que je sais à quel point ça peut être désagréable quand on est un peu perdu comme ça et qu'on ne sait pas ce qui va pas et que bah, justement, on en a marre de faire ces séances à l'unité. Bah, je pense que il serait peut-être temps que vous envisagiez de faire des accompagnements. Donc ouais, en tout cas, gros point important là. Attention au marketing. Attention déjà, rien que voilà, votre site internet, si vous communiquez sur les réseaux,
attention à ce que vous dites. Voilà, si vous laissez sous-entendre que c'est miraculeux les changements que vous avez obtenus parce que vous avez reçu Jean-Michel et que Jean-Michel, il a changé après être venu une seule fois chez vous, alors c'est super, super pour vous. Mais voilà, le présupposé, encore une fois, que ça renvoie, c'est que bon, il est venu une fois, Jean-Michel, donc si moi je vais consulter cette personne, en une fois aussi, mon problème sera résolu. Donc voilà, c'est un terrain un peu miné, à vous de voir si vous êtes prêt à en assumer j'allais dire les conséquences. Encore un point. Ah oui, ah, bah, j'ai spoilé. Euh, un des gros points, bah, du coup je vais le remettre. Un des gros points ensuite qui va être extrêmement important en séance, et lui aussi, qu'est-ce qu'il est sous-estimé? C'est le travail sur les valeurs. C'est pour moi une des meilleures façons de créer de l'engagement, vraiment. Et là encore, je reparle de la thérapie d'acceptation et d'engagement, parce que c'est un point qui est central dans l'acte. Et j'en avais pas conscience à quel point il était important en thérapie. Et pourtant, pareil, je pense que je commençais à le toucher du doigt déjà depuis pas mal de temps. Mais là aussi, en formation, on m'a amené cette idée que c'était important de travailler sur les valeurs, mais sans trop nous dire exactement ce qu'on peut faire vraiment et comment on peut l'intégrer, que ce soit dans la manière de mener l'entretien ou dans le travail plus thérapeutique avec l'hypnose, si vous utilisez l'hypnose. Ouais, je savais que c'était important, mais pareil, sans trop savoir quoi en faire de cette information-là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Et moi, oui, c'est vraiment, encore une fois, l'acte qui m'a dégrossi tout ça. Et je crois que c'est d'avoir compris ça, ouais, au-delà de l'engagement, je crois que c'est d'avoir compris cette place, à quel point elle est importante en thérapie, que j'ai eu envie de reprendre vraiment, enfin, de redonner un nouvel élan à ma pratique, de changer un peu tout ça, parce que, c'est pas anodin, parce que moi-même, je m'étais déconnectée de mes valeurs en justement proposant des séances à l'unité, en acceptant de recevoir des gens qui viennent qu'une fois, euh, parce que, encore une fois, moi, ce qui était important, c'était d'avoir un vrai impact sur les personnes, de créer vraiment des changements. Et là, en fait, je sentais que j'étais pas du tout alignée avec ça dans ma manière de faire. Et donc, en lisant sur le sujet, je me suis dit, ah ouais, mais déjà, moi, je suis pas alignée dans ma façon de travailler. Puis après, j'ai compris, oui, l'impact que enfin, comment j'aurais pu, enfin, comment je pouvais, du coup, travailler mieux mes séances pour que ça ait une place plus importante dans mes consultations. Donc, ouais, travailler sur les valeurs, c'est non seulement ce qui permet de créer de l'engagement, mais là aussi créer des changements durables. Ça va être lié de toute façon. C'est pour ça que c'est pour moi le plus important. Et peut-être que vous connaissez d'ailleurs normalement la, la pyramide de Dilt avec les niveaux logiques. Si vous vous souvenez bien, donc il y a l'environnement, les comportements, les capacités, les croyances et les valeurs, l'identité, et tout au-dessus, il y a la spiritualité. Ben moi, je trouve que les valeurs, donc elles sont mises là, selon Dilts, au niveau des croyances. Pour moi, les valeurs, elles sont plus au niveau de l'identité, honnêtement. Et normalement, vous n'êtes pas sans savoir que plus on travaille haut dans les niveaux logiques, plus on va avoir un impact sur tout le reste. Donc, que ce soit les croyances, les comportements, les capacités, même l'environnement de la personne. Donc, plus vous tapez haut dans les niveaux logiques, plus vous allez avoir un impact. En tout cas, c'est important aussi d'évaluer où est le problème pour savoir à quel niveau travailler. Mais un des raccourcis, c'est de travailler directement sur les valeurs pour que ça puisse permettre à tous les niveaux inférieurs enfin, qu'on y travaille dessus, en fait, indirectement. Et ça, ouais, ça a été une grosse, grosse prise de conscience pour moi et ça a changé vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Non seulement, comme je disais, pour moi, dans ma pratique, mais en plus enfin, dans ma pratique, dans ma manière de concevoir l'accompagnement et après, bah oui, dans ma manière d'accompagner surtout les personnes. Donc, je vais vous expliquer un peu plus ce qu'est une valeur. Je vais rester quand même, parce que le temps file, je vais rester assez rapide. Et pareil, je vous donnerai une méthode pour travailler avec les valeurs pardon, des personnes que vous recevez en consultation. Donc, les valeurs, une petite définition déjà rapide. Les valeurs, c'est vraiment une boussole intérieure.
c'est ce qui va nous guider, en fait, dans notre vie. Euh, donc, c'est pour ça que le mot boussole, je trouve, représente bien ce qu'est une valeur. Ça va définir comment on veut se comporter là tout de suite et de manière régulière, donc sur une base continue. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on veut, oui, c'est ça, il y a vraiment cette idée de linéarité. Donc c'est comment on veut se comporter là tout de suite sur une base continue. Mince, je me trompe de côté, hop. Mais c'est aussi comment on a envie de se traiter nous-mêmes ou être traité par les autres, parce que ça va dans les deux sens là aussi. Mais c'est aussi comment on veut traiter nous les autres ou le monde autour de nous. C'est pareil, hein, c'est lié aux valeurs. Et ça définit aussi quel genre de personne on a envie d'être. C'est pour ça que pour moi, c'est plus lié à l'identité. Est-ce qu'on a envie, en gros, d'être une bonne personne ou une mauvaise personne? Je caricature, c'est plus complexe que ça, mais c'est vraiment cette idée-là. Les valeurs, elles vont nous permettre en tout cas de définir qui on a envie d'être. Ce que je remarque, c'est que beaucoup confondent valeurs et objectifs, alors que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Vraiment. C'est important déjà de bien comprendre la différence entre les deux pour savoir comment l'utiliser en séance. Pour expliquer assez simplement, ah, un objectif, ouais, c'est quelque chose qu'on va chercher à atteindre ou qu'on veut obtenir, avoir ou réaliser dans le futur. Donc c'est vraiment lointain. C'est pas quelque chose qui est forcément accessible tout de suite. Donc un objectif, c'est, je sais pas moi, j'ai envie de perdre 10 kilos. Ça, c'est un objectif. On sait très bien que là, tout de suite, on va pas pouvoir perdre 10 kilos. C'est un objectif, donc, à court, moyen ou long terme. Mais en tout cas, il est dans le futur. Tandis qu'une valeur, c'est la façon dont on veut se comporter donc à chaque étape de notre vie et de façon continue donc pour atteindre nos objectifs, qu'on les réalise ou non. Donc c'est quelque chose, je sais pas si je l'ai mis, non je le mets un peu plus loin. Les valeurs, c'est en tout cas quelque chose qui est disponible maintenant, dès le moment présent. C'est pas quelque chose dans le futur. Les valeurs, c'est ce qui vont donner du sens à ce qu'on fait. C'est pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi on a envie de perdre 10 kilos, en gros. Ah ben voilà, ça définit non pas ce qu'on fait, mais comment et pourquoi on le fait. Voilà. Ça, c'est les valeurs. Donc j'espère que oui, vous avez compris. Donc par exemple, si je reprends sur l'exemple du poids, l'objectif perdre 10 kilos, la valeur, ce serait par exemple la santé, parce que voilà, prendre soin de son corps, c'est important. Un objectif, donc perdre 10 kilos, comme je disais, vous ne pouvez pas l'atteindre tout de suite, mais par contre, prendre soin de votre corps parce que c'est important pour vous, la santé, bah ça, vous pouvez le faire dès maintenant, en commençant à faire du sport, par exemple, en commençant à manger mieux. Ça, c'est disponible dès maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre 6 mois ou je ne sais pas combien de temps. Donc, c'est la différence entre un objectif donc, et une valeur. Les valeurs, ça a 6 caractéristiques. Pareil, alors, je m'appuie sur l'ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Je pense qu'il y aurait peut-être d'autres choses à rajouter, mais je trouve que ça dégrossit un peu le sujet. Parce que les valeurs, bah, je l'ai dit, sont ici et maintenant, c'est dans le moment présent, tandis que les objectifs sont dans le futur. Donc ici et maintenant, parce que la valeur santé, vous pouvez vous y consacrer tout de suite là maintenant, et les objectifs, bah, eux, sont dans le futur. Une valeur, ça n'a pas besoin d'être justifié. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi telle valeur est importante pour vous. Si vous valorisez l'honnêteté, pourquoi être honnête, c'est important pour vous, bah, en fait, c'est difficile. Personne ne saurait vraiment le dire pourquoi. J'aime bien dire, moi, que c'est un peu comme les goûts et les couleurs, en fait. Pourquoi est-ce que on, on aime, je sais pas moi, les glaces au chocolat, ou on préfère plutôt la pistache ou la vanille ou la fraise, ou j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on en sait, nous? Pourquoi nos papilles gustatives préfèrent tel goût plutôt qu'un autre? Bah, c'est comme ça, en fait, c'est tout. Ben voilà, les valeurs, c'est pareil, c'est important pour nous, et c'est tout. On n'a pas à le justifier. C'est juste, voilà, c'est propre à chacun, c'est subjectif. Et on n'a pas ouais, à essayer de donner d'explications sur ça. Les valeurs, elles doivent souvent être hiérarchisées parce que souvent, suivant le contexte dans lequel on se trouve, euh, on est obligé de jouer des rôles.
par exemple, le travail, même si on a une valeur très importante qui est la famille, bah là, à ce moment-là, le travail, quand même, il est un peu plus important. Donc, on est obligé de mettre la famille au second plan. Ça ne veut pas dire qu'on renie complètement cette valeur-là, juste qu'on, selon le contexte dans lequel on se trouve, bah, il faut hiérarchiser. Il y en a qui seront plus importantes dans certains domaines que d'autres. Et en fait, ça va être un peu en mouvement. C'est jamais vraiment quelque chose qui va être totalement fixe parce que bah, notre quotidien est changeant. Donc, on s'adapte selon, comme je disais, les situations. C'est pour ça que c'est hiérarchisé. Alors, j'ai mis, il vaut mieux prendre les valeurs à la légère, dans le sens où si vous avez cette valeur, je sais pas moi, bon, on va rester sur l'honnêteté, il faut être vraiment honnête dans ce que vous faites. Il faut pas que ça devienne une obligation à tout prix de l'être, que ce soit comme une sorte de règle rigide, là, un commandement qu'il faudrait suivre, parce que ça risque de vous mettre une grosse pression. Et surtout, oui, ça va vous limiter énormément. Vous risquez après d'aller trop dans les extrêmes. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite non plus. C'est pour ça qu'une valeur, il faut qu'elle soit aussi prise à la légère. Il faut qu'on ait envie de la suivre et sans qu'on se mette trop de pression, finalement. Parce que, ouais, voilà, faut pas que ça devienne une contrainte. Voilà. Les valeurs sont librement choisies, hein. C'est lié au fait que c'est subjectif, donc c'est vous qui choisissez pourquoi cette valeur est importante et c'est vous-même, en fait, personne ne peut vous l'imposer. C'est vous qui décidez de valoriser telle ou telle chose. Euh, Et les valeurs, elles incluent autant soi-même que les autres. Si je reste sur l'honnêteté, j'ai pris l'exemple de l'honnêteté, être honnête, c'est autant être honnête envers soi-même. Donc, ne pas se voiler la face, arrêter de se mentir, par exemple, qu'envers les autres, du coup. Pareil, pouvoir dire les choses autant envers les autres que envers vous-même. Et souvent, en consultation, les gens ont beaucoup de mal de les mettre en pratique pour eux-mêmes. Donc ça va être un sujet d'ailleurs assez intéressant hein, à explorer dans les consultations. De leur montrer que justement, ils ont une valeur qui est très importante, mais qu'ils ne l'appliquent pas pour eux. Comme par exemple, il y en a plein qui me disent, mais moi, je suis quelqu'un de bienveillant. Et en fait, ils sont hyper durs envers eux-mêmes, hyper exigeants, ils se font du mal. Est-ce que c'est ça la bienveillance pour eux? Je suis pas sûre. Mais justement, leur montrer que, tiens, il y a une petite incohérence là, dans ce qu'ils me disent. C'est un bon levier, ça, de changement et de travail. Donc, c'est les caractéristiques principales des valeurs. Je disais, peut-être qu'il y aurait d'autres choses à dire sur le sujet, mais je trouve que ouais, ça permet d'avoir une vision globale déjà de ce qu'est une valeur. Et maintenant, on va arriver à un point important qui est pourquoi les valeurs permettent d'engager le client dans le changement, dans leur changement. Et ben, tout simplement parce que les valeurs, c'est vraiment ce qui est le plus important pour une personne. Donc, ça va au-delà des objectifs immédiats qui se fixent. Comme je disais, la valeur, si on reste sur l'exemple de perdre du poids, la valeur santé, normalement, elle est vraiment importante pour la personne. Enfin, si c'est sa valeur, en tout cas, c'est quelque chose qui doit être vraiment important pour elle. Et c'est ça qui va être beaucoup plus engageant pour elle. Quand quelque chose est important pour nous, on a beaucoup plus envie de faire les efforts pour aller vers ça. Donc d'ailleurs, je crois que je l'ai mis. Euh, Bah voilà, oui, c'est lié, mais ça va permettre de faire face aux difficultés, du coup, vu qu'on se fixe cet objectif, voilà, de perdre du poids, mais au-delà de ça, de prendre soin de nous, et ben, peu importe la difficulté, ça peut aider plus facilement à les surmonter. Donc ça, c'est un point important. Et surtout, voilà, c'est ça, c'est que ça va créer une motivation intrinsèque. Si- Juste se fixer comme objectif perdre du poids, ben, il n'y a pas vraiment de motivation derrière. Par contre, si la personne, elle se fixe cet objectif de perdre du poids parce que prendre soin de son corps, se sentir mieux dans son corps, peu importe les mots qu'elle utilise, mais parce que ça, c'est important pour elle, là, on va pouvoir développer donc une motivation intrinsèque, si vous savez ce que ça veut dire, c'est une motivation qui vient d'elle-même. C'est ce qui fait qu'elle va réussir, peu importe les difficultés, justement, à continuer d'avancer et à trouver la motivation d'avancer. Donc ça, c'est hyper intéressant, hyper important pour créer des changements durables, parce que des difficultés, il va y en avoir, hein. Peu importe nos objectifs, généralement, on a tous des moments où voilà, des petits challenges
voir des gros challenges qui viennent. Donc, il faut s'y préparer. Et sans cette motivation intrinsèque, c'est là où on aurait tendance à baisser beaucoup plus facilement les bras. Donc ça, ouais, ça va être très, très, très important. Le travail, oui, sur les valeurs aussi va permettre de réduire la dissonance cognitive. Et ça aussi, c'est un sujet, moi, que je trouve fascinant. Donc, si jamais, d'ailleurs, ça vous intéresse d'en savoir plus, j'en ai fait une vidéo YouTube. La dissonance cognitive, vous la trouverez facilement en tapant mon nom. La dissonance cognitive, très rapidement, c'est quand une personne, justement, euh, a des actions, ou même ça peut être des comportements, des pensées, des émotions qui sont pas en accord avec ses valeurs. Et ça crée un fossé, en fait, ça crée un décalage. Donc ça crée une dissonance qui est très, très, très désagréable. Parce que la personne, oui, en fait, elle n'est pas cohérente avec elle-même. Et ça crée un mal-être profond. C'est typiquement ce que j'ai ressenti, la dissonance cognitive, là, dans mon travail, les temps où ça allait pas, en fait, hein. Comme je disais, je sentais que ce que je proposais en consultation n'était pas du tout aligné avec la vision que j'avais, moi, de mon travail et de mes valeurs. Et en fait, voilà, j'étais juste mal. Et j'arrivais pas à pointer du doigt. J'ai mis très longtemps donc à pointer du doigt ce qui allait pas. Mais en fait, oui, il y avait une dissonance cognitive très, très forte. Et c'est pour ça que un des meilleurs moyens aussi de résoudre ça, bah déjà, c'est d'être capable d'identifier ce qui se passe et ça va être de travailler sur les valeurs, en fait, de se reconnecter à ces valeurs-là. Et c'est ça qui permet donc, de réduire cette dissonance. On va voir du coup maintenant comment on peut travailler sur les valeurs en séance. C'est un sujet aussi qui est vaste. Là, je vous donne un échantillon parce que oui, l'heure tourne. Euh, Déjà, bah, ce qui va être important, c'est quand même que la personne, elle puisse avoir clarifié ses valeurs. Parce que c'est un terme qui peut être un peu abstrait pour certains. Il y en a qui ne sauront pas forcément répondre d'ailleurs à cette question. Donc d'ailleurs, moi, je leur pose déjà une question très vaste pour commencer. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie? Ça, généralement, vous savez, si vous faites des déterminations d'objectifs, donc il y a la première question qui est bah, qu'est-ce qui vous amène là? Et la deuxième question, c'est pourquoi c'est important pour vous? Bah, c'est là, en fait. Et c'est ça qu'on nous dit peu, on nous le dit, hein, généralement, oui, il faut toucher les valeurs. Mais en fait, il faut prendre le temps, vraiment, je pense, d'explorer vraiment ça. Mais pourquoi c'est important pour elle? C'est quoi la valeur centrale, en fait, là, qui est touchée? Pourquoi elle veut atteindre son objectif? Ça, vraiment, moi, je lâche pas tant que j'ai pas identifié une valeur, maintenant. Euh, donc, je l'aide, la personne. Si elle n'arrive pas à la trouver, je vais l'aider. Pour ça, des fois, un truc tout bête à faire, c'est lui proposer une liste. Est-ce que c'est l'amour, l'honnêteté, la liberté, la santé? Voilà, peu importe, demander à la personne ce qui résonne le plus pour elle. Hein, comme on disait, hein, elle n'a pas à le justifier, peu importe ce qui est important, mais il faut identifier au moins une valeur fondamentale. Le mieux, c'est d'en avoir quand même deux ou trois, comme ça on va pouvoir jongler. Sinon, moi, je leur pose comme question, c'est dans l'idéal, quel genre de personne vous avez envie d'être? Souvent, ça me permet d'avoir euh, ouais, une représentation aussi plus globale de leurs valeurs qu'ils aimeraient incarner, justement. Euh, et ça, ouais, ça va être important parce qu'on va les utiliser après un peu tout le long de la séance. Donc, c'est hyper important ouais, de bien prendre le temps de les identifier. Euh, Si je prends par exemple le tabac, qui est une demande assez courante, pour certains, la motivation pour arrêter de fumer, ça va être la santé. Parce que justement, ils ont peur pour leur santé, donc ils ont envie d'arrêter de fumer. Ok. Pour d'autres, c'est pas du tout quelque chose qui les motive parce qu'ils ont déjà eu tonton Jean-Jacques qui a eu un cancer des poumons, qui est même décédé et ça les a pas arrêtés de fumer. C'est pas forcément voilà, un argument pour eux, une motivation suffisante pour arrêter. Pour certains, ce sera peut-être plus l'argent. L'argent, ce sera ça quelque chose, une valeur assez importante, où ils, ils aimeraient dépenser cet argent autrement. Ça, c'est une valeur importante. Ils aimeraient voyager, ils aimeraient, j'en sais rien moi, améliorer, je sais pas moi, investir dans l'immobilier, améliorer leur maison, enfin, peu importe. Donc voilà, ça, c'est une autre valeur. Pour d'autres, ça pourrait être, comment le formuler? Je sais pas quelle valeur il y aurait derrière, un peu un côté rébellion, où justement donner de l'argent comme ça à l'État, pour certains, ça les rend fous.
C'est pas tant le fait de donner leur argent, mais c'est le fait de donner leur argent à l'État. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes valeurs là aussi qui sont touchées. Mais en tout cas, c'est intéressant justement de voir qu'est-ce qui se cache derrière. Parce que ouais, ça va être un très très bon levier, non seulement de changement, mais de motivation aussi pour la suite. Donc étape 1, on clarifie les valeurs avec la personne. L'étape 2, ça va être de faire le lien entre les comportements actuels. Alors, quand je dis comportements actuels, c'est les comportements, on va dire, problématiques et ses valeurs. Donc, par exemple, euh, justement, une personne, je vais revenir plus sur l'objectif de perdre du poids. Si une personne me dit, bah voilà, j'ai envie de perdre 10 kilos, et puis qu'elle me raconte qu'elle grignote, c'est OK, hein, c'est pas grave. Mais par contre, je vais juste amener cette idée que, et lorsque vous grignotez, est-ce que ça vous permet de vous rapprocher, de vous éloigner de la personne que vous avez envie d'être? Et cette question-là, je vais vraiment la rabâcher un bon nombre de fois en séance. À chaque fois qu'en fait une personne me dit, bah voilà, je fais telle chose, et ben je vais lui demander, est-ce que ce comportement-là, il vous permet de vous rapprocher ou de vous éloigner de la personne que vous avez envie d'être? Parce que ça va lui permettre de voir si elle est alignée sur ses valeurs ou pas. Généralement, quelqu'un qui grignote, qui a envie de perdre du poids, il va me dire, bah non, ça va plutôt m'éloigner de la personne que j'ai envie d'être. Parce que la personne que j'ai envie d'être, bah, elle n'a pas forcément besoin de grignoter. Et donc, oui, ça va lui montrer, OK, je suis pas alignée avec mes valeurs. Ce qu'on veut, c'est déjà ça, qu'il y ait un peu ce truc-là qui s'allume en elle. Ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, ça va être d'utiliser maintenant les valeurs comme une boussole. Donc, par exemple, si votre valeur principale est l'honnêteté, là, l'idée, c'est d'aider la personne à trouver quelle serait la prochaine action cohérente dans cette situation qui permettrait justement de se rapprocher de la personne qu'elle a envie de devenir. Bon, là, l'honnêteté, si je reste sur mon objectif de perdre du poids, ça me paraît pas très utile, mais justement, si sa valeur, c'est la santé, si sa valeur principale, c'est la santé, quelle action elle pourrait mettre en place qui lui permettrait de se rapprocher de la personne qu'elle a envie de devenir. Donc là encore, c'est vaste, hein, à elle de définir un peu plus ce qui lui conviendrait. Et enfin, ah non, après, je crois qu'il y en a encore un. Le point 4, l'étape 4, ça va être de fixer des objectifs en lien avec ses valeurs. Et pas juste, comme je disais, perdre du poids, c'est pas suffisant. Ça, c'est un objectif très vaste. Par contre, si on l'associe, ah bah tiens, je l'avais mis là. Si on l'associe vraiment à une valeur, donc la santé, euh, un objectif, ça pourrait être tout simplement de marcher 30 minutes par jour ou faire du sport. Parce que ça, marcher 30 minutes par jour ou faire du sport, ça va l'aider à se rapprocher de la personne qu'elle a envie d'être, à savoir une personne qui prend soin de sa santé. Vous voyez, là, c'est pas la même dynamique. C'est un peu plus engageant finalement là pour la personne. Donc, le plus possible, oui, on va fixer des objectifs en lien avec ses valeurs. Ah bah oui, là j'avais mis un autre exemple aussi. Oui, bah ça revient pareil. Pour une personne qui souffre d'angoisse, si sa valeur c'est la santé, elle peut faire du sport ou marcher 30 minutes par jour. En tout cas, on va rappeler au client que l'objectif, c'est un moyen d'honorer ses valeurs, pas une fin en soi. Pourquoi? Parce que je l'ai un petit peu dit, mais si en fait on se focalise juste sur l'atteinte d'un objectif, je pense qu'on a tous fait cette erreur. Une fois qu'on a atteint l'objectif, euh, on va peut-être avoir un peu une sensation d'euphorie, mais qui est souvent très éphémère parce que très rapidement, en fait, on va se dire, OK, bah maintenant je fais quoi? C'est quoi mon prochain objectif? En fait, on va vouloir toujours plus. Ça, c'est un gros piège parce que c'est sans fin. À peine on aura fini quelque chose qu'on va encore vouloir faire autre chose et ça s'arrête jamais. Une valeur, ça n'a pas de fin parce que c'est quelque chose du quotidien. Même si j'atteins mon objectif, donc bon, voilà, admettons, je veux perdre du poids, même si je perds du poids, je peux quand même continuer d'honorer mes valeurs. Et en fait, l'objectif, perdre du poids, ça devient, on va dire, juste une petite pierre à l'édifice. Parce que ce qui importe le plus, c'est la personne que j'ai envie de devenir, qui est voilà, quelqu'un qui prend soin d'elle. Et c'est ça qui va faire que,
une fois l'objectif atteint, la personne va pouvoir continuer dans sa démarche d'évolution. Et donc, on revient à cette notion de créer des changements durables, en fait. On va beaucoup plus loin, on va au-delà de l'objectif que la personne se fixe en travaillant sur les valeurs. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'hyper important. Et je crois que j'avais mis un point 5. Oui, c'est ça. Je le disais, on va revenir régulièrement aux valeurs durant la séance. En fait, c'est vraiment, on va la prendre un peu par l'ego, la personne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui me dit justement, ouais, moi je suis quelqu'un donc de bienveillant. À chaque fois que je me dis, ok, bah là c'est pas de la bienveillance, et ben je vais lui le redire. Je vais lui redire que bah là, elle m'a dit pourtant qu'elle était une personne bienveillante, mais en étant aussi dure envers elle-même, par exemple, est-ce que vraiment elle honore cette valeur de la bienveillance? Et vous voyez, là, vous allez taper dans l'ego de la personne, la piquer un petit peu, et c'est là où elle va se retrouver. En fait, en faisant ça, on crée une sorte de dissonance cognitive, parce qu'on lui montre que ses comportements ne sont pas en accord avec ses valeurs. Ça crée donc cette sensation un peu désagréable où elle n'a pas trop le choix, en fait. Soit elle change son comportement, soit elle change ses valeurs. Généralement, changer ses valeurs, c'est pas quelque chose de facile à faire, puisque, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est important pour nous et ça s'explique pas. Donc, on peut pas vraiment le changer, c'est comme ça, quoi. Alors que changer un comportement, c'est plus accessible. Je dis pas que c'est facile, c'est plus accessible. Et donc, oui, si je dis à la personne, bah, vous m'avez dit que vous étiez une personne bienveillante, mais là, dans votre discours, c'est plutôt l'inverse que j'entends. Euh, Bah, en fait, là, la personne, euh, vous l'incitez en fait à, à prendre conscience de cette dissonance-là, et donc vous l'incitez à changer sa manière de se parler à elle-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans l'idée, c'est ça. Et puis surtout, voilà, le fait de revenir régulièrement aux valeurs dans la séance, dans les moments de doute ou de difficulté, ou lorsqu'une personne d'ailleurs hésite à s'engager dans une action, ou même dans un exercice que vous lui proposez, ou peu importe, ben on va le ramener constamment à ses valeurs. Enfin, c'est ce que je viens de dire en fait, hein, mais vraiment on va amener cette idée que, encore une fois, le changement, il est parfois inconfortable, mais que ben, si je reste, je parlais de perdre du poids, elle va devoir faire des efforts, clairement. Et c'est un peu inconfortable, hein, de faire du sport quand on n'a pas l'habitude, par exemple, ou de manger sainement quand on n'a pas l'habitude. Euh, on la met dans un inconfort. Mais le fait de manger sainement, de faire du sport, ou peu importe ce qu'elle va décider de faire, c'est ce qui va lui permettre de se rapprocher, alors de votre valeur d'accomplissement, mais en tout cas qui va lui permettre de se rapprocher de son objectif. Et de sa valeur, là, qui est la santé, c'est important. Donc, on va tout ramener en fait aux valeurs. Vraiment, c'est le plus possible, on revient toujours à ça. Est-ce que ça vous aide à vous rapprocher de la personne que vous voulez être ou non? Et justement, montrer un peu ces incohérences. Ah, vous m'avez dit ça, mais là, j'entends ça. Est-ce que vous l'avez perçu? Et moi, j'ai des gens qui, des fois, réalisent, notamment la notion de bienveillance, c'est assez marrant, hein. Je vous disais que les gens arrivent facilement à l'appliquer pour les autres, mais très peu pour eux. Alors, c'est bien connu, hein, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Euh, en fait, tous les conseils souvent qu'elles vont donner aux autres, elles n'arrivent pas à se les appliquer à elles-mêmes. Et donc là, je vais le montrer, ça, cette incohérence le plus possible, pour qu'elles s'engagent après elles-mêmes à dire, bah, en fait, oui, pourquoi je continue de faire ça? Faut que je change ça. Et on va l'accompagner le plus possible à mettre en place des actions peut-être concrètes, des choses simples qu'elle peut faire pour justement se rapprocher de sa valeur qui est importante. Et ça, voilà, comme je disais, travail sur les valeurs pour moi, que ce soit en termes d'engagement, en termes de changement durable, c'est, je dirais, la pièce de puzzle qui me manquait dans mes consultations. Vraiment. Ça faisait un moment, je me disais, mais il me manque quelque chose et j'arrivais pas à savoir quoi. Et depuis que j'ai compris ça, bah, je vous disais, ça a changé complètement ma façon de travailler, comment je me sens en séance, les résultats aussi qu'on peut obtenir derrière. Donc, ouais, pour moi, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous parce que moi, ça a presque révolutionné, hein, vraiment ma façon de voir les choses et de pratiquer. Donc, comme tu disais, si ça peut en aider d'autres, bah, ce sera super. Je crois que j'avais fini là-dessus.
on arrive à la fin quand même du live, hein, j'ai quand même un petit peu dépassé. Euh, le travail sur les valeurs, comme je vous disais, c'est un des piliers fondamentaux qui va permettre de créer des changements durables. Et tout au long un peu de ce live, je vous ai parlé de la thérapie d'acceptation et d'engagement parce que bah, en fait, c'est un des piliers, mais il y en a 5 autres. Alors, si vous le voulez bien, assez rapidement, je vais vous les présenter. Vraiment, juste pour que vous ayez une vision un peu plus globale de ce qu'on peut faire. Euh, la première, enfin, le premier autre pilier qu'on peut trouver dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est ce qu'on appelle la diffusion. La diffusion, alors c'est même la diffusion cognitive, c'est lorsque, alors on va parler d'abord plutôt de fusion. La fusion cognitive, c'est lorsque les personnes sont complètement absorbées, accrochées à leurs pensées. En fait, elles se sont identifiées à leurs pensées et elles n'arrivent pas à se détacher de ça. La diffusion, donc oui, on parle de fusion parce qu'elles ont fusionné finalement avec leurs pensées. Elles sont happées par leurs pensées. La diffusion, c'est au contraire lorsqu'on apprend à la personne à se détacher de leurs pensées. Et ça va être un point central pour créer des changements parce que tous, peu importe nos problématiques, euh, on se raconte des histoires sur nous, sur les autres, sur le monde, sur notre problème. Et il y a des histoires qui nous sont très utiles, qui nous font du bien, et il y a des histoires qui nous font du mal. Ce qui va évidemment nous intéresser en thérapie, c'est d'aider la personne à se détacher des histoires qui lui font du mal. Parce que une grande partie de notre souffrance, c'est parce que on entretient des pensées douloureuses finalement, et on n'arrive pas à s'en détacher. Donc ça va être un gros pilier avec la thérapie d'acceptation et d'engagement. On va vraiment aider la personne à on va lui enseigner des techniques pour défusionner donc de ses pensées douloureuses. Un autre point en lien avec ça, c'est d'aider la personne à, à prendre conscience qu'il y a un soi observateur. Alors, je vais essayer de faire simple. C'est peut-être le point le plus technique dans l'acte. En gros, on a toutes ces pensées auxquelles on adhère, auxquelles on s'accroche, mais nous, on n'est pas nos pensées, on est la personne qui les observe. Et donc, on va aider la personne à se reconnecter à ça, en fait, se reconnecter à cette personne qu'on est véritablement, finalement, qui est épurée de toutes ces pensées parasites, finalement, de revenir à elle, tout simplement, revenir à elle-même, revenir à soi. Et c'est ce qu'on appelle donc le soi observateur. Alors, il y a le soi comme contexte aussi dans l'acte. C'est un autre terme qui est utilisé pour dire la même chose. Mais retenez cette idée qu'en gros, on va aider la personne à revenir à elle-même, à se reconnecter à qui elle est vraiment. Ça, c'est un autre pilier, du coup, central dans l'acte. Un autre pilier, c'est tout, d'ailleurs, ça s'appelle thérapie d'acceptation et d'engagement, parce que, bah, il y a tout un travail, évidemment, sur l'acceptation. Donc, autant paradoxalement, l'acceptation des pensées désagréables. En fait, l'acte ne cherche pas à se débarrasser des pensées désagréables, elle cherche à enseigner aux personnes à s'en détacher. C'est pas pareil. En fait, on accepte qu'elles sont là, mais juste, on accepte qu'on n'est pas obligé de les croire, ces pensées-là. Mais c'est aussi évidemment l'acceptation des émotions douloureuses, hein. Ça, c'est le gros nœud aussi qui est important et qui va pouvoir créer des changements durables. Là aussi, il y a plein d'outils, plein de techniques pour apprendre à la personne, moi j'aime bien dire, à être plus à l'aise avec ses émotions. Il va y avoir aussi tout un pilier qui est autour de la notion de présence, présence ou on pourrait dire reconnexion au moment présent. Bah, c'est ce que fait aussi toutes les approches méditatives. Donc on se reconnecte au moment présent, on revient au moment présent, parce que quand on revient au moment présent, eh ben, on y voit un peu plus clair d'une certaine manière, on revient à ce qui est essentiel, on ne se laisse pas perturber par toutes ces histoires justement qu'on se raconte. Donc c'est un point aussi important. Il y a évidemment tout le travail sur les valeurs, aider la personne à se reconnecter à ses valeurs. Ça, c'est un point voilà, qu'on a beaucoup évoqué là aujourd'hui. Et puis, il y a aussi ce dernier point, qui est pas rien, qui est l'action engagée. C'est aider la personne à mettre en place des actions
qui soit aligné justement avec ses valeurs, qui soit euh, plus en accord avec la personne qu'elle a envie de devenir. Parce qu'on a plein de comportements qu'on fait, comme je disais, qui sont pas euh, en accord, donc avec qui on est vraiment. Donc là, on va l'aider à mettre en place justement des actions plus justes pour elle. Voilà. Ça, c'est les 6 piliers. Donc, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur chaque pilier. Vous voyez le temps que j'ai passé, et encore, j'ai à peine effleuré le sujet sur le sujet des valeurs. Avec la thérapie d'acceptation, il y a encore tout ça qu'on aborde pour créer donc des changements durables. Ça vous donne un petit aperçu. Je terminerai sur l'acte en vous parlant juste, enfin, en vous montrant ce petit schéma, parce que ces 6 piliers-là, c'est ce qui va permettre en thérapie d'acceptation et d'engagement ce qu'on appelle la flexibilité psychologique, c'est-à-dire l'inverse de la rigidité, hein, c'est que la personne puisse retrouver un peu du mouvement et surtout être capable de s'adapter aux situations, différentes situations. Euh, il y a les 6 piliers qu'on retrouve ici qui sont en fait interconnectés les uns avec les autres. C'est aussi ce qui est super avec l'acte, c'est qu'en fait, en travaillant, par exemple, allez, prenons la diffusion. Bah, en fait, indirectement, on apprend à la personne à être un peu plus dans le moment présent, on lui apprend à être dans l'acceptation, on lui apprend voilà, à se reconnecter à son soi observateur, à travailler sur ses valeurs. Voilà, en fait, vous avez compris, tout est interconnecté. Donc, en fait, on n'est même pas obligé de travailler sur tous les piliers. Des fois, il suffit de commencer juste par un, mais ça donne une porte d'entrée et une structure pour vous à suivre durant vos accompagnements et surtout une capacité aussi à vous-même à être flexible, à vous adapter. Parce que si vous sentez que la personne, en travaillant sur la diffusion, ça marche pas trop, bah, peut-être que vous allez utiliser après toutes les techniques de l'acceptation pour voir ce qui se passe. Voilà, au moins vous avez, euh, pareil, tout un panel d'outils à votre disposition et c'est ça qui est intéressant avec l'acte. Voilà, je le fais très vite parce que là aussi, beaucoup de choses à dire, mais je veux pas trop rester focalisé sur ça. Je crois qu'on arrive à la fin. Oui. Je voulais juste vous parler rapidement, parce que je vous en ai dit 2 mots au tout début, de la formation qui va être lancée en cours enfin, qui est en projet de création, que je vais pouvoir vraiment mettre à exécution dès janvier là, 2025. Donc, il reste encore un peu de temps pour s'inscrire si ça vous intéresse. Donc, c'est une formation qui va reprendre d'ailleurs les idées clés là, que j'ai évoquées aujourd'hui qui va s'appuyer donc sur les travaux de l'acte. On va parler de tous ces fameux piliers, mais plus en détail. Là, je vous donnerai vraiment toutes les techniques, comment mener l'entretien, ce qu'il est possible de faire comme exercice, expliquer voilà, vraiment plus en détail tous les concepts pour créer donc des changements durables, créer des transformations profondes chez les personnes, créer de l'engagement, puisque encore une fois, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Cette formation, du coup, ouais, elle me tient à cœur et j'ai décidé de la créer, peu importe le nombre de personnes que j'aurai qui se seront inscrites. Donc, assez rapidement, cette formation, ça va être une formation en ligne, c'est-à-dire que c'est un contenu, ce ne sera pas en visio comme là. C'est-à-dire que je vais filmer, moi, tranquillement les vidéos. Alors, je vais écrire les vidéos, filmer les vidéos, monter les vidéos, poster les vidéos, et vous pourrez ensuite regarder les vidéos sur une plateforme de cours, qui est une plateforme de cours d'ailleurs un petit peu différente de celles qui se font. Moi, j'aime beaucoup en tout cas cette plateforme-là, puisqu'elle a un côté très ludique, où en gros, il y a des points XP dès que vous faites des actions. Donc, ça aussi, pour engager les personnes, c'est pas mal. Parce que en tant que formatrice, ce qui m'intéresse aussi, c'est que les personnes qui suivent mes formations aient envie de les suivre et envie de revenir voir les vidéos. Et en tout cas, abandonnent pas en cours de route. Donc, c'est pour ça que le côté ludique permet ça aussi, de créer de l'engagement. Donc, il y aura une plateforme avec toutes ces vidéos-là. Je sais, moi, déjà tout ce que j'ai envie de dire. Je pense qu'il va y avoir pas mal de vidéos. Ça va être vraiment aussi. Il y aura des démonstrations avec des personnes, des clients ou non. Peut-être que je prendrai aussi des participants à la formation pour pratiquer aussi sur eux. Il y aura du décryptage. Bref, il y aura vraiment un pack de plein de choses. Il y aura un accès avec un groupe Facebook, ça c'est pour pouvoir échanger plus facilement, pour que vous puissiez me poser des questions si besoin.
vraiment, l'idée aussi, c'est de créer une petite communauté qui puisse s'entraider. Donc, c'est l'intérêt de pouvoir créer un groupe Facebook. J'ai prévu aussi de faire des lives. Je ne sais pas encore à quelle fréquence parce que là, pour l'instant, la création du contenu vidéo va me prendre pas mal de temps, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir vous parler en direct, faire des exercices, vous faire pratiquer aussi. Parce que c'est pas parce que ça se passe en visio, enfin, pour le coup, là, c'est en vidéo, mais ça n'empêche pas la pratique. En tout cas, c'est pas parce que vous suivez une formation en ligne qu'on peut pas pratiquer, hein. Donc, c'est pour ça que je veux intégrer des lives dans le cursus de la formation. Et ça aura une durée illimitée dans le sens où une fois que vous achetez la formation, peu importe les modifications que je pourrais être amenée à faire parce que j'ai envie de rajouter une vidéo ou peu importe, déjà vous aurez accès à toutes les modifications et ça changera rien au prix. Mais surtout, vous pourrez y revenir même dans plusieurs années. Je- C'est vrai que durée illimitée, je m'avance un petit peu. Parce que j'espère que la plateforme sur laquelle est hébergée, par exemple, les vidéos ne fera pas faillite ou j'en sais rien. Mais dans l'idée, c'est que vous puissiez y réaccéder euh, bah, après. Comme ça vous fait toujours un support sur lequel revenir. Et en plus, en ayant accès à toutes les modifications éventuelles que je pourrais avoir à apporter, que ce soit en rajoutant ou en améliorant certaines vidéos. Donc voilà, c'est le pack complet, je dirais, que j'ai envie de proposer. Ça va me prendre du temps. Là, on va être sur une version pour l'instant préliminaire, on va dire ça comme ça, une version, on appelle ça une version alpha en termes techniques, puisque rien n'est encore créé, même si moi je sais tout déjà ce que je veux faire, mais c'est un long travail maintenant de tout filmer. Donc j'en ai pour, je pense, plusieurs mois, je ne sais pas encore exactement. C'est aussi l'intérêt d'une version préliminaire comme celle-là, c'est que moi, je veux créer un petit groupe de personnes qui va m'aider aussi à construire cette formation, dans le sens où je m'attends à ce qu'ils me fassent des retours, qu'ils puissent me dire, bah ça va, ça j'ai pas compris, tu peux faire une vidéo là-dessus, tu peux préciser tel point. Comme ça, moi, je vais vraiment pouvoir créer quelque chose sur mesure qui convienne le plus possible aux participants. Donc, c'est l'avantage de pouvoir suivre une formation comme ça en version alpha. Et surtout, le plus gros avantage, c'est que je fais un tarif vraiment intéressant parce que je sais que le prix va probablement doubler une fois qu'elle sera terminée. Parce que là, je la fais à 250 euros, la formation. Et donc, vous aurez accès, comme je disais, à tout ça. euh, et avec la possibilité de, on va dire, créer la formation que vous avez envie de voir aussi sur le sujet. Euh, donc, décidément, j'arrive pas. Si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me contacter parce que là, je suis pas sûre que je pourrais mettre ouais, le lien. N'hésitez pas à me contacter parce que les inscriptions restent possibles, je pense, je vais dire jusqu'à la fin de l'année, début janvier. Moi, je vais me consacrer après à la création du contenu. Et donc, l'idée, c'est de rester avec un petit groupe vraiment pour avancer avec eux. Donc, ça vous laisse encore quelques jours. Je sais qu'on est en période de fête. C'est peut-être pas toujours le meilleur moment pour investir dans une formation. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est le moment de bénéficier de ce tarif-là parce que il y aura un autre lancement une fois la formation terminée. Mais comme je disais, le prix va augmenter. Je disais doubler. Je pense qu'on n'y sera pas loin en tout cas. Donc, voilà, c'est aussi l'intérêt de pouvoir bénéficier là de ce tarif vraiment avantageux maintenant. On arrive, je suis désolée, je vois l'heure, au temps de questions et réponses. Je vais quitter le mode plein écran, revenir à vous. Hop, je vois qu'on est un peu plus nombreux. Tac. Et puis, bah, je vais vous laisser me poser vos questions s'il y en a. C'est le temps d'échange en tout cas. S'il y en a qui veulent partir, vous pouvez, hein, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Moi, j'ai déjà peut-être juste une première question. Est-ce que ça a été à peu près clair pour vous? Ouais, c'était clair, Melinda. Bon, Ça a été clair. Claire. Merci. bon, bah super. Est-ce que ça vous a peut-être apporté aussi une vision différente de tout ça?
Ok. Moi, comment dire? Non, c'est intéressant. Par contre, moi, il faut que j'approfondisse. Je suis, entre guillemets, pas thérapeute. Hmm. Je sais qu'on avait déjà échangé oui, là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir déjà ces informations. Enfin, j'espère que ça a été Hmm. intéressant en tout cas d'avoir déjà ces informations-là. Et super, merci. Merci Sabrina pour ton commentaire. Ouais, je Là où trouve. moi je te rejoins, pardon. Ouais. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Là où moi je te rejoins, Melinda, moi je suis à part hypno, moi je suis encore à côté préparateur mental. Hmm. Moi les valeurs, bon, après je suis maître Pratt en PNL, machin, donc en PNL j'ai beaucoup vu le système de valeurs. Ouais. Moi les valeurs c'est la base de la base de la base, hein. Le pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, moi je suis marathonien, hein, je fais les ultras, tout ça aussi. À un moment donné, D'accord. quand ça pique un peu, je me connecte à pourquoi je suis là, c'est quoi Hmm. le sens de cette douleur, de cette souffrance. Et Ouais, comme tu ok. l'as dit, là, je reprends le niveau logique, hein. Là, je vais me connecter à quelque chose de plus grand. Ouais. Et pour moi, comme tu l'as dit, pour moi, notre identité, elle est régie par notre système de valeurs. Hmm. Donc, à un moment donné, si on n'est pas nous-mêmes déjà au clair avec ça, comment qu'on veut avoir un moment donné, et c'est ça ce que j'aime dans l'acte, c'est pour ça que comme toi, depuis 3 ans, j'ai épluché tout ce que j'ai pu ce qui existait en français. C'est qu'à un moment donné, ouais, je suis en down, je suis pas bien, mais le fait d'être au clair avec ces valeurs, j'ai un levier d'action pour bouger les fesses. Et c'est pour ça qu'en dessous, l'action engagée, c'est ouais, mais être au clair avec ses valeurs, c'est cool, mais si derrière je pose pas une action, C'est ça. ça sert à que dalle d'avoir des valeurs. Oui, et c'est là, comme tu dis, la fameuse dissonance cognitive ou même la congruence, hein. Est-ce que le comportement que j'ai, il est en lien avec l'homme que je suis? Et Ouais, ce qui est tout à fait. super intéressant, ce que moi j'ai bien aimé dans l'acte, c'est la restructuration cognitive. C'est la métacognition, en fait. C'est vraiment de se dire, je te donne un exemple, hein. Moi, je suis dans l'est de la France, là, on a des temps vraiment fait très très froid. Ben, j'ai un coach, hein, pour mes entraînements, donc j'ai un plan d'entraînement. Quand je vais courir, j'ouvre la porte, ouah, putain, il fait 3 degrés. La première info que mon cerveau m'envoie, ouah, laisse tomber, Tom, il fait froid et Hmm. tout. Non, non, non. Pourquoi je fais ce que je fais? Ouais, Non, c'est ça. et c'est ce que tu dis, c'est ça la diffusion cognitive. C'est qu'à un moment donné, je sors de cette première information automatique et je vais me Hmm. connecter à mon système de valeurs. Pour moi, je te rejoins à 200% là-dessus, hein. C'est ce qui me manque aussi dans les formations hypnose. Euh, on, on parle pas des valeurs, alors que bah, c'est notre identité, hein. Ouais, c'est ça. On est régi par ça, hein. Moi, des fois, les gens ils comprennent pas. On sait, je demande, ok, mais on va faire un truc. Pourquoi tous les jours vous allez au travail? Hmm. Et je prends ce fil conducteur-là pour leur faire prendre conscience de, ah ouais, mais moi, j'aime pas trop mon boulot. Ok, mais au-delà du fait que vous aimez pas votre travail, qu'est-ce qui fait que vous y allez quand même? Ouais, c'est ça. Ah bah ouais, mais j'ai une maison, j'ai des enfants, tout ça. Donc ouais, c'est super intéressant ta formation. Moi, j'ai pas de questions parce que je te suis sur tout ça. Ouais, Donc moi, je suis déjà voilà. c'est Mais vrai que. merci pour tout ça parce que les gens ne se rendent pas compte, hein. C'est un super outil, hein. Moi, enfin, je répète, hein, mais depuis 3 ans, moi, c'est devenu, même l'hypnose, c'est devenu vraiment juste un outil pour moi. Ouais, C'est vraiment devenu un outil. Et ouais. l'acte, ça permet vraiment de poser des jalons en amont et après faire vraiment une séance d'hypnose qui soit pertinente, puisqu'on a vraiment des leviers et la personne aussi. Ouais, mais totalement. Moi, ça a été un peu ce qui s'est passé. Pourtant, je suis quelqu'un, peut-être il y en a qui me connaissent d'ailleurs pour ça. Je fais quand même beaucoup d'hypnose. Je fais des spectacles d'hypnose. Donc, l'outil de Ah, l'hypnose, d'accord, ok. je le maîtrise. En plus, je suis à l'aise avec ça. Enfin, c'est pas trop le sujet. C'est juste que comme moi, j'ai vraiment justement en valeur un peu plus importante ce côté faire de la thérapie, vraiment. Euh, Avec l'hypnose, bah, des fois, j'avais l'impression qu'il me manquait quand même quelque chose. Et puis aussi, je ne vais pas mentir, un peu une lassitude de faire tout le temps des séances d'hypnose. J'avais besoin de renouveler complètement ma pratique, de tester d'autres choses, d'autres outils. Et c'est vrai que il y a pas mal de choses déjà que je connaissais dans l'acte. Et là, ça m'a quand même donné des nouveaux exercices à faire et ça s'imbrique en plus et ça se combine très bien Exactement, ouais. avec l'hypnose. Exactement. Et c'est ça que Enfin, vraiment, ça paraît peut-être trop, peut-être je le survends, j'en sais rien. C'est pas volontaire parce que c'est sincère en tout cas. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ça m'a sauvé non seulement du burn-out, mais j'étais à deux doigts de vraiment tout arrêter. Vraiment. Alors que j'aime l'hypnose, comme je disais, je suis à l'aise avec ça. Mais il y avait vraiment un truc, ça n'allait pas, quoi. Et ça m'a vraiment sauvée. Et c'était vraiment là, un peu j'allais pas mon dernier espoir, mais en tout cas, j'ai dit là, j'ai envie de tester l'acte, m'amuser avec ça quelque temps. Je vois si ça prend, si ça prend pas et tout.
Mais c'est vrai que j'étais vraiment en train de me dire, c'est bon, en fait, je vais changer de carrière carrément, parce que là, ça me saoule. Je prenais plus de plaisir et ça aussi, c'est un point important pour moi, une valeur Mhm. importante que j'avais perdue dans mes consultations. Prendre plaisir à faire ce que je fais. Et là, j'y voyais plus trop d'intérêt. Et c'est vrai que l'acte, ouais, m'a permis de remettre de l'ordre aussi, de me dire, mais en fait, oui, pourquoi j'ai commencé à faire ce métier? Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux, en fait? Et ouais, petit à petit, j'ai affiné tout ça, ouais. Ben, c'est rigolo, on a le même parcours à peu près. Ah, c'est chouette. C'est intéressant. Autrement, par rapport à ça, moi, j'ai pas de questions. Je suis impatient de commencer la formation et je suis content de partager les idées, les façons de faire avec toi. C'est cool. Par contre, moi, je vais vous laisser il Eh est un ben peu ouais, tard il pour est tard. moi. Merci. Bah, de toute façon, Melinda, on se tient au On se courant. revoit Ça bientôt, marche. ouais. Très bientôt. Merci beaucoup. Mais merci de la participation. C'est chouette. Merci à toi. Merci à tout le monde. Au revoir. Je Bonne vais soirée, au répondre. revoir. Je dois me déconnecter Bonne aussi. soirée. Ah, Bonne je vais juste répondre à la question de Sabrina si elle est encore là. Les livres que je peux conseiller, alors ça va être inversé, je ne sais pas si vous le voyez dans le bon sens, mais il y a Passer à l'acte de Russ Harris, qui est très simple, très abordable, qui explique déjà beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment une bonne référence. Et Russ Harris, oui, il est là. Russ Harris, c'est un des collaborateurs. C'est pas le pionnier, le fondateur de l'Acte, mais c'est un des collaborateurs très, très présents dans l'Acte. Le fondateur, c'est plutôt quel je conseillerais. En français, je conseillerais celui-là. Le fondateur, c'est Stephen Hayes. Et il y a ce livre Un esprit libéré qui est pas mal aussi pour vous donner une vision globale de ce qu'est l'acte. D'ailleurs, hop, je vous montre ce que c'est écrit. Le guide de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Voilà. C'est vraiment un bouquin qui est plus. Là, il s'adresse au grand public. Il s'adresse pas forcément aux thérapeutes. Là, il veut proposer ses outils en fait au grand public. Donc, ouais, c'est une bonne référence. Le problème, c'est que l'acte, je l'ai vaguement dit, mais c'est encore très peu connu. Donc en France, il y a peu de traductions encore qui existent. C'est pour ça que moi, je lis beaucoup en anglais. Je sais même pas si j'en ai. Ouais, ben voilà. J'ai celui-là, mais après, voilà, je lis en anglais, moi, du coup, les livres. C'est pour ça que je suis en train de faire un gros travail de condensation, on va dire, des informations pour créer la formation. Donc je lis un peu tout ce que je trouve, mais c'est vrai qu'en français, ouais, on est assez limité. Ouais, c'est déjà les deux bouquins que je vous conseillerais pour débuter. Après, vous verrez peut-être dans les références qui donnent tout au long du livre, ça vous en donnera peut-être d'autres idées. Et le bouquin Acceptance and Commitment Therapy, Ouais, qu'est-ce qu'il a écrit? c'est pareil, c'est Stephen Hayes, c'est le Steven. fondateur, et puis ses collaborateurs aussi. Ça, c'est vraiment, ouais. Il y a Russ Harris et ces deux autres personnes qui sont Kirk Strosahl et Kelly Wilson. C'est vraiment eux on va dire, les pionniers de tout ça. Petite dernière précision, mais c'est quand même important, c'est que l'acte, c'est vraiment un des rares courants thérapeutiques qui est vraiment basé sur des preuves, c'est-à-dire que Stephen Hayes, il a vraiment fait un travail de recherche avec des études. C'est pas juste, j'allais dire, des hypothèses qu'il émet, il les a vraiment testées. Donc, il a vraiment fait des groupes de travail, il a testé sur différentes problématiques pour voir l'efficacité. Et les conclusions montrent que non seulement ça a la même efficacité que les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, mais en plus, ça permet une amélioration de la qualité de vie, on va dire, globale de la personne, puisqu'on touche justement les valeurs, on touche plein d'autres choses. Donc, ça permet non seulement de débloquer un problème, mais en plus, un travail plus large. Donc, ouais, c'est important de le savoir. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime bien, je suis assez scientifique, quand même assez cartésienne, j'ai besoin de preuves. Et du coup, voilà, je trouve que c'est une information importante à savoir. Eh ben, merci à vous, Mélinda. Moi, je vais vous devoir Avec y aller. plaisir. Eh bien oui, je ne retiens pas plus parce qu'il se fait Et, tard. et à bientôt. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Je vais arrêter l'enregistrement. Il y a plus d'autres questions, c'est tout bon? Eh bien, du coup,